Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. J'ai un tout nouveau site internet, cédricbergeron.com. C'est la même adresse, mais nouveau site, plus fonctionnel. Tu as accès directement à tout ce qui est relié au podcast, à tout ce qui est relié à ma carrière humoristique. Fait que le lien pour le Patreon, c'est de payant où tu as accès aux épisodes à l'avance et sans publicité. Le YouTube, mes réseaux. Tout est là. Les vêtements au parloir en collaboration avec Anro. Le lien il est là. Tu cliques direct. Tu veux te commander des vêtements Anro ou au parloir. Parloir 15, tu as le 15 de rabais. Fait que tu viens de sauver les taxes là-dessus. Aujourd'hui, j'ai reçu Maître Fernando Belton, criminaliste spécialisé en profilage racial. Prise 2. Parce que je devais le recevoir il y a quelques semaines. Là, ça date. On est un peu d'avance dans les tournages. Au moment où je tourne cet épisode-là, on est à la presque mi-octobre. Il n'a pas pu venir la première fois parce qu'il y a un jeune homme de 15 ans qui a été tué par un policier à Longueuil. Et c'est lui qui... la famille l'a engagé, dans le fond, pour être leur avocat dans cette histoire-là. Donc, la première fois qu'on devait tourner ensemble, ça venait de se produire, donc il manquait de temps. C'est vraiment intéressant, puis c'est pas la première fois que je reçois un avocat, puis j'ai déjà reçu d'autres personnes qui sont pas criminalisées, des personnes qui apprécient ces podcasts-là, des personnes qui les apprécient moins. Je comprends parce qu'on a parti ce projet-là en disant que c'est un projet sur l'univers carcéral. Mais moi, je pense qu'il est essentiel à l'occasion que je reçoive d'anciens policiers, que je reçoive des gens qui travaillent soit avec la DPJ, soit en réinsertion, soit avec les itinérants, soit des avocats. Je crois que ces épisodes-là sont essentiels, même si sont peut-être moins flamboyants, moins frappants, sont quand même essentiels dans cet univers-là. Tant mieux pour ceux qui l'apprécient. Puis si c'est pas le genre d'épisode qui te fait plaisir, patiente une semaine, puis on revient avec quelque chose d'autre. Moi, je les trouve importants. Moi, je les trouve essentiels. Particulièrement celui-là, parce qu'on parle beaucoup de profilage racial, on parle beaucoup de racisme systémique, et je crois que c'est un enjeu de société qui est extrêmement important avec tout ce qu'on vit dans la société en général, mais dans la société québécoise en ce moment. Je pense qu'on est un peuple évolué, ouvert d'esprit, mais on est un peuple capable de se mettre des œillères quand ça nous plaît. Et c'est pour ça que je pense que ce genre d'épisode-là est important et est essentiel. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. L'épisode d'aujourd'hui est entre autres une présentation de CasinoDays.fun. CasinoDays.fun, c'est un site de casino 100% gratuit. Tu joues sans dépenser. Tu arrives sur le site, tu n'as pas besoin de te créer de compte. Tu reçois des milliers de crédits et tu t'amuses, que ce soit sur les centaines de machines à sous disponibles, le blackjack, le casino et plus. Ce site-là, il est fait pour s'amuser, peaufiner des stratégies, apprendre les règlements de certains jeux que tu connais pas. C'est un jeu de divertissement vraiment cool. Tu joues, tu t'amuses. T'as aucune implication financière. C'est vraiment ça qui est trippant avec ce jeu-là. CasinoDays.fun, c'est disponible partout au Québec, sur ton téléphone, sur ton ordinateur. T'es à un clic de t'amuser sans dépenser, que pour le plaisir. CasinoDays.fun. Maître Fernando Belton, je l'ai dit comme faut? C'est parfait. Yes! Je l'ai pas dit comme faut quand je suis arrivé hors caméra. Fait qu'on... prise 2. Ouais. On devait se voir il y a 2 semaines environ. Mm-hmm. Et t'es un avocat criminaliste spécialisé en profilage racial, exact. Entre autres. Mm-hmm. Donc, il y a 2 semaines, on devait se voir. Tu m'as appelé. Tu fais comme... Là, pour donner un peu contexte aux gens, en ce moment, au moment où on tourne, on est mi-octobre. Et tu me dis, il y a un jeune de 15 ans qui a été tiré par un policier sur la Rive-Sud. Mm-hmm. Et la famille vient de m'engager pour les représenter. Donc, on comprend le concept que tu as manqué de temps. Les médias étaient beaucoup après toi. Fait que, on a fait, ben oui, on va remettre.
La poussière a eu le temps de retomber un peu. J'imagine que ça te tient En encore tout cas, très pour occupé. moi, pas pour la famille, mais Non, pour moi, je la me doute poussière pas. est retombée. Et oui, je suis très content d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir vraiment, vraiment partagé. J'aime l'envers de la médaille, un avocat criminaliste, en plus avec certaines spécialités. Je trouve ça intéressant. Je pense que mes auditeurs aussi trouvent ça intéressant d'avoir un autre angle. Et moi, je parle toujours de l'enfance. Ouais. On n'ira pas tant là parce que ça n'a pas vraiment lien. Mais je suis quand même curieux. Qu'est-ce qui pousse un jeune... Tu sais, je te le demandais un peu hors caméra. Qu'est-ce qui pousse un jeune à devenir avocat? Là, je te disais pression parentale, argent ou besoin d'aider les autres. Tu sais, c'est pas mal les trois raisons pour lesquelles, Ouais. justement, on va devenir avocat. Tu sais. Écoute, moi, sincèrement, ma jeunesse à moi était un peu trouble, on va dire. OK. J'étais un jeune qui était, oui, j'avais beaucoup de facilité à l'école. Les profs me le disaient, super intelligent, etc. Mais je foutais la merde. OK, ça commence comme ça, j'aime ça. Mais c'est ça la vérité. Puis, tu sais, j'ai eu quand même, je trouve, des personnes dans mon parcours qui m'ont beaucoup aidé. Je pense à Madame Lucie Lemelin, professeure de 6e année, qui, quand elle voyait que elle a dit, Sonia, il y a du talent, mais il n'arrive pas à se... Dérape un Il peu. dérape. Tu sais, elle m'a mis dans un camp de jour. Je pense à Diane Scott, ma directrice, qui m'a dit quelque chose qui m'a... Je suis retourné là-dessus récemment en réfléchissant. Elle m'a dit, Fernando, un jour, tu vas être dans le journal, soit pour quelque chose de bien, soit pour quelque chose de mal. Puis je me rappelle, elle m'a dit ça à 12 ans, cette parole m'a jamais quitté. C'est resté comme quelque chose d'extrêmement fort dans mon esprit. Puis ça fait en sorte que, en grandissant, quand je me suis comme un peu replacé, là, puis que j'étais comme mes parents, ils m'ont replacé. Comme des parents qui sont capables de le faire. Mes parents voulaient que je sois docteur. Okay. Et moi, j'ai comme, à un certain moment, je me suis reconnecté avec ce désir que j'avais depuis que j'étais petit du droit, puis qui venait vraiment de l'envie de débattre, de donner mes idées, etc., puis de faire mon point de vue. Je dirais que la première motivation que j'avais quand j'étais jeune de vouloir devenir avocat, c'est je voyais le fame, je voyais les belles autos, je voyais l'argent. Sincèrement, il n'y avait rien de ce que je fais aujourd'hui qui a rapport avec la raison pour laquelle je suis rentré en droit. Puis ça, c'est quand même assez paradoxal. Oui, mais en même temps, tu vois, j'adore ce que tu viens de dire parce que, tu sais, il y a justement, c'est quand t'es jeune, vouloir un gros char, vouloir une grosse chaîne, je suis placé pour parler, là, vouloir un gros char, c'est correct. C'est bien ça, tu sais, d'avoir des buts et des motivations. Moi, je trouve que c'est correct. Mais il y a des façons d'obtenir ces choses-là. Ouais, puis tu sais, moi, j'ai grandi, j'ai passé 8 ans dans un HLM. Okay. Tu viens de quel coin? Laval. OK. Puis pendant au moins 10 ans, mes parents n'étaient pas séparés, mais mon père est parti aux États-Unis parce qu'il y avait une opportunité d'emploi là-bas. Mais tu sais, ma mère avait 5 enfants. Elle n'était pas mère monoparentale, mais tu sais, pendant 10 ans, mon père, on le voyait comme à 3-4 fois par année. Donc, c'est sûr, ça crée comme un genre de climat où est-ce que je vois les grands du quartier qui, eux, ont telle chose, puis on sait comment ils sont capables de les avoir. Puis toi, t'es comme, moi, est-ce que je me place à travers tout ça? Il y a des choix à faire. Il y a des choix. Très jeune. Moi, c'est vraiment comme ma relation avec Dieu qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Tu sais, les gens, il y en a, c'est le gym, il y en a, c'est whatever. Mais moi, tu sais, il y a un certain moment dans ma vie où est-ce que je me suis reconnecté avec Dieu. Puis, je dirais comme 16 ans, là, j'étais locked in. 16 ans, j'étais locked in, puis je savais qu'est-ce que je voulais faire. Puis après ça, il a juste fallu trouver un moyen pour pouvoir y aller, parce que la petite histoire, c'est que j'ai été refusé en droit à 2 reprises. Donc, ça m'a pris, tu sais, j'ai commencé, quand je me suis locked in au cégep, par rapport à ça, j'avais pas les notes. Première admission refusée, deuxième admission refusée. Donc, c'est ma 3e fois que j'ai réussi à rentrer. Puis, tu t'es pas laissé... Ouais. Mais tu sais, ces choses-là se font mal. C'est sûr. Mais c'est tellement nice de pouvoir les raconter à des gens qui passent par ce chemin-là. Mais c'est une fierté. Ouais. C'est comme moi, j'ai des gens, moi, qui sont venus ici, puis moi, j'ai fait 8 détox. Avant de pouvoir, finalement. La 8e, je l'ai faite pour moi, par choix. Mais les 7 que j'ai faites avant sont importantes. Ouais. Même si j'ai pas réussi, sont quand même importantes parce qu'il y a des trucs. Fait que, tu sais, c'est sûr que sur le coup, mais la 3e fois, quand tu le réussis, d'avoir une sale fierté de...
Tu sais, un peu. Puis Toi, tu le feras pas, mais moi, je vais le faire de faire. Je l'ai fait, tu sais. Ouais. Dit non 3 fois, j'ai travaillé. Tu sais, je suis capable. Un fuck you mental, il fait du bien des fois, Ouais. tu sais, de faire. Hey, vous... L'idée, c'est que les gens vont me voir aujourd'hui avec la carrière que j'ai, comme surtout dans les médias. Jamais ils vont croire, ce gars-là, il enseigne à l'université, etc. Il a vraiment été refusé en droit 2 fois. Ouais, j'ai été refusé en droit 2 fois. Tu sais que moi, il y a parmi les humoristes que je préfère, je suis humoriste aussi, puis parmi les humoristes que je préfère, il y en a plusieurs qui ont été refusés 2-3 fois à l'école de l'humour et qui peuvent vendre 250 000 billets que tout le monde connaît, tu sais, puis tu fais comme... Mais ils ont été refusés à l'école de l'humour, puis c'est parmi les personnes les plus drôles que j'ai jamais vues de ma vie. Fait que, mais tu vois, Cédric, il y a un lien avec le droit criminel parce que le potentiel d'un jeune ou même d'une personne de manière générale, la réalité, c'est qu'on la connaît. On connaît pas ce potentiel-là. Tu sais, souvent, les gens vont t'analyser, vont te voir à partir de où est-ce que tu es aujourd'hui. Mais tu sais, c'est pour ça que je t'ai raconté tout à l'heure l'histoire de Diane qui me dit un jour, voilà qu'est-ce que tu peux être. Puis ça, je trouve ça beau d'avoir des leaders, des fois, qui sont capables de voir un jeune dans une mauvaise position ou dans un mauvais moment de leur vie et ils voient le potentiel que les autres sont pas en mesure de voir. Salut tout le monde, Cédric Bergeron, je suis en direct de mon studio et je prends quelques secondes pour vous parler de notre plus vieux commanditaire qui est avec nous. On avait 2-3 000 visionnements par épisode, puis il était là. Puis sincèrement, s'il n'avait pas été là, je sais même pas si ce projet-là existerait encore parce qu'ils m'ont vraiment aidé financièrement au début avec ce projet-là. Et je tiens à les remercier, puis c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Comparer ma prime. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Hey, tu parles d'une affaire d'assurance, c'est quoi? » En privé, les gens m'écrivent beaucoup, donc je prends le temps de vous l'expliquer comme il faut. Donc, Comparer ma prime, ils se spécialisent en assurance vie. Donc, ce sont des conseillers en assurance vie qui ont pour but les aucun cas refusé. C'est leur spécialité, aucun cas refusé. Parce que quand tu atteins un certain âge assez âgé, si tu as un dossier criminel et si tu as déjà eu une maladie comme un cancer, c'est extrêmement dur, voire quasiment impossible d'avoir une assurance vie. Donc, eux, ils vont te l'avoir. Fait que si tu as des questions, tu n'es pas sûr que tu es assurable, tu penses que tu n'es pas assurable, contacte-les. Eux vont avoir une assurance vie. C'est important pour ne pas laisser tes proches dans le besoin quand tu ne seras plus là. Comparer ma prime. Puis tu sais, ma professeure, Lucie Lemelin, dont j'ai parlé, j'ai reconnecté avec elle, en fait, avec son compte Facebook. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Avec son compte Facebook pendant la pandémie, parce que je la cherchais, parce que tu sais, on n'avait rien à faire. So, je la cherchais. Tu peux même pas aller plaider en cours et le compte est fermé. Exact. Et c'est quelqu'un qui gérait son compte parce qu'elle a décédé du cancer. Puis qui m'a dit, je vais juste te dire, Fernando, que Lucie parlait tout juste de toi, était extrêmement fier de toi. Et puis, je te jure, j'ai versé une larme, ça m'a vraiment touché. Mais tu sais, je me suis dit que quelqu'un qui m'avait vu à 12 ans, qui me voyait des années plus tard, puis capable de dire, j'ai eu une part dans justement le changement que ce jeune homme-là a eu. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment beau. 100%, vraiment. Qu'est-ce qui, une fois que tu deviens... Est-ce que... Là, je me parle dans mes propres questions, mais quand tu étudies pour devenir avocat, est-ce que tu dois tout de suite, au début de tes études, décider le chemin que tu prends? Droit civil, droit matrimonial, droit criminel, ou il faut que tout t'apprennes en groupe, puis une fois que tu es sorti, tu te spécialises en quelque chose? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs façons de le faire. J'en vois des étudiants que je côtoie qui, dès le début, ils ont déjà comme leur idée de fait, ils savent qu'ils veulent être criminalistes. Puis ça, pour moi, c'est comme la meilleure chose, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui est capable de le savoir. Tu sais, souvent, les gens souvent qui ont cette vision-là, peut-être des fois, ils ont déjà été... ils ont leurs parents qui sont avocats, ils ont un parent qui est juge. C'est quelqu'un qui a déjà passé par le chemin. Mais la réalité, moi, je le savais. J'en avais aucune idée. OK. Là, c'était pas préétabli que tu t'en allais en la réalité, c'est que pendant que j'étais au bac, moi, je me voyais comme un avocat civiliste. J'adorais le droit des obligations, le droit plate, là, j'aime dire. J'aimais la réflexion juridique autour du code civil. Mais oui, mais oui. Non, mais à la base, c'est toi qui le dit. Absolument. C'est correct, c'est correct. Mais où est-ce que ça a cliqué?
il y a 2 moments, il y a 2 personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est Lida, Sarah Nouret et Nicolas Saint-Jacques, qui sont 2 avocats qui nous ont fait un cours de tribunal-école. Puis ce cours-là, c'est un droit en droit criminel où est-ce qu'on faisait vraiment de la pratique du droit dans le cadre du cours à l'université. C'est le fun parce que, tu sais, ça a beaucoup influencé la façon dont j'enseigne, puis la façon aussi dont je pratique, notamment au sein de la clinique juridique de Saint-Michel, parce que j'offre une expérience pratique, parce que moi, au bac, c'est ce qui m'a été le plus utile. Arrête. Ouais. Tu enseignes aussi. Ouais. Tu enseignes à l'université comme prof en droit ou... Ouais, donc j'enseigne, je suis pas prof, je suis chargé de cours, OK. mais j'enseigne dans toutes les universités presque au Québec, là. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 4 ans. Puis c'est un cours qui porte sur le profilage racial. Fait que j'ai C'est le seul j'ai cours. pas n'importe qui en avant de moi, finalement. là. T'as quelqu'un de bien simple, Fernando? Oui, mais qui a fait son chemin, par exemple, puis Ouais. qui est reconnu, tu sais. Puis, tu sais, moi, je trouve ça rare parce que toi, t'es allé à l'université et tout ça, tu sais. Puis moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans une université, dans une classe d'université, c'était moi l'invité. Et j'allais parler à des étudiants universitaires. J'ai pas de secondaire, puis je parle des... Tu sais, fait que c'est fou ce que la vie, ce qu'on fait, ce qu'on Absolument. crée, peut nous amener à des choses qu'on se serait jamais attendu, tu sais. Absolument. Mais la cause du profilage racial, George Floyd, ça a changé ma carrière, puis ça a changé ma vie, en OK. fait. On y revient tantôt? Ouais, je veux mettre ça sur pause. Je suis pas encore là, mais ça, c'est clair. C'est sûr qu'on va être Ouais. là-dessus, mais je suis encore curieux, justement, de... tu sais, Ouais, donc je te le- parlais le- de Nicolas Saint-Jacques. Ça, c'est comme... Ce cours-là a vraiment comme changé ma perception du droit criminel. Puis finalement, c'est une activité qu'on a eue au barreau, quand j'étudiais au barreau, qui était une activité de plaidoirie. Et ça portait sur le droit criminel. Puis je me rappelle, quand on a terminé la plaidoirie, moi et mon confrère, ma collègue, le prof nous a dit, depuis les 17 dernières années qu'il fait cet exercice-là, c'est le meilleur duo qu'il y a eu devant lui. Puis ça, je me rappelle, je l'ai enregistré avec mon iPhone. Je l'ai encore dans mon téléphone. Puis ça a cliqué quelque chose chez moi. Puis je pense que c'est là où est-ce que je me suis dit, OK, le droit criminel, c'est quelque chose que je pourrais aimer. Puis finalement, bon, j'ai eu un stage à la Cour municipale de Montréal comme procureur, donc qui poursuit des gens. Mais ça a été une école vraiment fantastique. On était 4 stagiaires. Je suis le seul stagiaire qui n'a pas été retenu par la Cour municipale. Ça fait mal, mais aujourd'hui, Ben, ô tu vois, combien que m'en je ai- remercie. Avant que tu dises ça, je m'en dit pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi de devenir procureur au lieu Non. de devenir. Je m'en dis Avocat de la plaidoyer, défense. à la défense, Ouais. excuse-moi, c'est ça. Mhm. Mais c'est parce que tu n'as pas été choisi. Tu y aurais été? Absolument. Ouais. J'ai adoré mon stage. C'était 6 mois comme... Tu sais, je me rappelle, je prenais des notes. Tu sais, je vais te donner une image. Les avocats qui viennent des communautés racialisées, je ne veux pas régénéraliser, mais je peux parler de mon expérience et des gens que je côtoie. On a ce syndrome-là du Black Excellence. Les avocats noirs, surtout, les étudiants en droit qui sont noirs, de se dire on doit faire plus qu'une personne blanche pour pouvoir réussir. Ce qui ne devrait pas être dans votre tête. Mais qui est la réalité. Je comprends, mais C'est tu la comprends ce que je réalité. veux dire par Ouais, ça ouais. ne devrait pas être le cas. Mais tu sais, ça fait en sorte que des choses qui ont de l'air anodines ou de peu d'importance revêtent une importance beaucoup plus grande pour nous. Je te donne un exemple. Moi, pendant mon stage, j'ai 10 juges qui, pendant le stage, m'ont félicité de mon travail. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Parce que ça légitimait ma place. Ça légitimait ma démarche. Ça légitimait le fait que hey, I'm not so bad after all. Tu sais, je suis capable de réussir. Puis je l'ai écrit. Tu sais, la juge Intel m'a félicité aujourd'hui. J'avais un cahier où est-ce que j'écrivais ces choses-là. Quand j'étais rendu à 10, pour moi, les greffiers, les avocats de la défense, les procureurs de la poursuite qui viennent me féliciter. So, quand j'arrive, que mes 3 stagiaires sont pris, qui sont blancs, puis que moi, je suis pas pris, c'est sûr et certain que la question de savoir est-ce que ça a un rapport avec la couleur de ma peau, of course que ça vient dans mon esprit. Surtout quand j'arrive puis que je regarde la Cour municipale puis qu'il y a un procureur noir sur 60 dans la ville de Montréal. Tu as des procureurs qui sont là, qui doivent en fait refléter un peu, je te dirais, le tissu social de qu'est-ce qu'on a. Donc, aujourd'hui, je suis pas là pour dire que j'ai été victime de racisme parce qu'on m'a pas pris, mais c'est sûr et certain que quand je regarde les commentaires que j'avais des juges du milieu, des gens qui disaient « Waouh, on apprécie le travail que tu fais », puis le fait que je suis le seul qui n'est pas pris, puis on me dit c'est une question de budget, puis que 3 semaines plus tard, on engage d'autres avocats, ben c'est sûr que ça trotte dans mon esprit. Tu sais, des fois, c'est pas nécessairement, puis je me fais clairement l'avocat du diable en ce moment, Ouais. mais tu sais, c'est peut-être pas aussi l'organisme, peut-être plus que la personne qui fait le choix. Tu sais, parce que des fois, ça, tu sais, je trouve, des fois, c'est une tendance qu'on a dans la société, tu sais, de dire, tu sais, la Ville de Montréal, la Cour municipale de Montréal ne veut pas. Non, c'est peut-être juste la personne qui dit oui ou non.
Parce que, tu sais, des fois, souvent, on entend aussi, tu sais, la police est raciste. Clairement, il y en a qui le sont, mais c'est pas la police qui l'est. C'est certains individus, certaines villes plus que d'autres, tu sais. Fait que Mais c'est ce que... tu vois, la question du racisme systémique, c'est pour ça que c'est important, ce concept, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que comment le système en tant que tel va, par exemple, traiter les candidatures des personnes racialisées qui peuvent, par exemple, avoir des, je sais pas moi, des aspects qui sont différents, des façons de se comporter qui sont différentes, des cultures qui viennent avec des cultures différentes. Puis, tu sais, par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'est normal que dans une grande ville comme Montréal, dans le bureau des procureurs, il y a un seul procureur qui est racialisé? Moi, personnellement, je trouve ça particulier, tu comprends? Quand, par exemple, on a un jeune qui clairement a du potentiel, je parle de moi en disant ça, pourquoi on le laisse partir tandis qu'on aurait pu pouvoir le garder, tu sais? Après ça, quelle a été ou qui a pris la décision, je ne le sais pas, mais la raison pour aujourd'hui, laquelle... je sais que la raison qu'on m'a donnée, puis je sais comment je pourrais l'exprimer, mais comme mon ancienne maître de stage est rendu juge, je vais me garder une petite réserve sur la raison qu'elle m'avait donnée à l'époque. Parfait. Voilà. Qui t'a pas aidé à faire la paix avec cette décision-là. Ah, mais je suis très en paix. Je suis en paix parce que la réalité, c'est que oui, je serais resté. Puis, tu sais, des fois, je me dis, combien de temps ça m'aurait pris pour partir? Après ça, est-ce que je serais parti? Est-ce que, comme, après 3-4 ans, quand j'ai un salaire qui, pour moi, à l'époque, je dirais qu'il était important parce que I was broke. Tu sais, je sortais de l'université. Parce que les gens font avocat. Non, j'étais broke. Tu sais, je finissais mon stage, j'étais broke, j'avais une famille, j'avais déjà une fille, un appart. Je faisais de la correction à l'université du CAM. J'étais correcteur d'examen pour finir mes fins de mois pour prendre soin de ma famille. Donc, est-ce que j'aurais quitté la job à 75 000 pour me lancer à ma business? Peut-être pas, tu sais. Mais là, j'ai été mis devant le fait accompli de devoir le faire. Donc, tu sais, aujourd'hui, je leur dis merci. T'as pas eu le choix de kick des doors, là, tu sais. En fait, c'est drôle parce que tu parles de ça, parce que moi, j'ai travaillé à la cour municipale de Tremont comme agent de sécurité pendant 1 an et demi environ. Fait que je connaissais bien les procureurs, les juges, j'étais toujours les mêmes. Là, on parle de tickets, puis en criminel, là, c'était des petites affaires, des batailles, des trucs comme ça. Là, c'était rien d'extrême. Mais tu sais, justement, je voyais de jeunes avocats qui travaillent pour des gros bureaux pour l'étiquette. Fait qu'ils... C'est pas les gros avocats, tu sais, maître un tel, le bureau, c'est pas lui qui vient plaider l'étiquette. Ouais. Mais il engage justement tous des jeunes qui vont plaider l'étiquette. Fait qu'il arrive avec 8 cas de ticket, puis tu le vois qu'il arrive pas en Mercedes, là, justement, quand il sort de l'école, tu sais. Ouais. Fait que je sais qu'on a le avocat... Je fais du cash. Contrairement à médecin, parce que médecin... Mais tu sais, oui, ça, c'est sûr. Il y a un hôpital qui te prend, t'as un gros salaire en partant. Mais les avocats, c'est très différent en termes de... Tu sais, t'as des avocats, oui, qui... Il y a des avocats qui représentent des usagers sur l'aide juridique qui eux-mêmes sont admissibles à l'aide juridique. C'est pas des blagues, là. Je me rappelle, j'ai travaillé sur cet enjeu-là pendant quelques mois, il y a quelques années, où est-ce que j'interviewais un avocat qui disait comme un peu sa pratique qui est extrêmement lourde. Il y a des personnes qui sont démunies. Tu sais, ça coûte de 400 $ par dossier qui est capable de se payer comme sa vie. Puis là, je lui demande à un moment donné, ça vient dans mon esprit, je dis, mais toi est-ce que tu es admissible à l'aide juridique? Puis là, il a comme pris un step back. Tu te rappelles les 14 secondes qu'on parlait? Il a comme pris un petit step back. Il est comme, je suis clairement admissible à l'aide juridique. Financièrement parlant, si je me fais arrêter, mettons, une balloune, j'ai le droit à l'aide juridique, j'ai pas les moyens de me payer l'avocat. Voilà. Donc, j'ai même pas les moyens de me payer moi-même, quasiment. Il y a cette réalité-là, puis tu sais, c'est important de comprendre parce que très souvent, par exemple, quand on parle d'aide juridique, puis d'augmenter, oui, les seuils d'admissibilité, c'est-à-dire, toi, madame est telle qui gagne 37 000 $, on veut que ce soit à 40 000 pour lui donner accès, mais il y a aussi l'autre aspect qu'on oublie, c'est que les avocats qui prennent les dossiers, si moi je suis payé, par exemple, présentement 415 $ pour un dossier à la cour municipale, parce que c'est ça la réalité, combien de temps je suis capable de mettre pour défendre adéquatement cette personne? Puis tu sais, cette réalité financière-là, elle a beaucoup guidé ma pratique parce que la vérité, c'est que moi, aujourd'hui, je le sais, si je chargeais toutes les heures que je faisais, je serais quelqu'un d'extrêmement confortable dans la vie. Mais j'ai pris une décision. Tu sais, je gagne bien ma vie. Je me plains pas en ce sens. Mais je sais que je pourrais faire 3-4 fois plus d'argent si je prenais pas le nombre de
dossiers pro bono que je faisais, si je travaillais pas à la clinique juridique de Saint-Michel, c'est des choix que j'ai fait avec lesquels je vis bien parce que j'aime ce que je fais. Mais la réalité, c'est que même aujourd'hui, je dois prendre des décisions où est-ce que je dois dire non à certaines personnes et oui à certaines parce qu'à un certain moment, ben voilà. Tout le monde, à un moment donné, il y a toujours la phrase où on dit à un moment donné, ben, ça arrive pour tout le monde. C'est la même chose ici. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour venir sur ton siège. Je tourne 52 épisodes par année. Puis je reçois 52 demandes par mois. Wow. Tu comprends? Je peux pas recevoir Absolument. tout le monde. À un moment donné, il faut faire des choix, faire des tris. Fait que t'es un privilégié. Le gars, il s'envoie des fleurs un peu. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir. J'en ai déjà parlé, mais ça fait vraiment longtemps. Parce que tu as dit le mot racisme systémique. Ouais. Et ça, moi, là, quand j'entends les politiciens parler, j'ai même un gag dans mon spectacle par rapport à ça. Ouais. Parce que je parle du racisme. Je me brûle un de mes gags parce que je dis que je parle de racisme. Je fais un gag qui semble être raciste, puis le punch, on comprend que c'est pas du tout le cas. Puis je dis que moi, le racisme, c'est pas un sport que j'aime. Puis là, les gens partent à rire. Puis il y en a qui disent que c'est pas un sport. Je dis, pourtant, tu as vu un politicien parler de racisme systémique? Ça patine dans tabarnak, par exemple. Tu sais, ce qu'on puis ça, là, moi, quand j'entends dire que ça n'existe pas, je me fâche parce que je me considère comme une personne zéro raciste. Est-ce que je l'ai déjà été à cause du racisme systémique? Je suis obligé de dire oui. Je suis obligé de dire que ça existe. Je suis obligé de dire que... Pourquoi? Parce que j'ai été élevé dans les années 80 avec des parents qui ont grandi dans les années 60 et 70. Et moi, l'expression plan de... Pour moi, c'était pas... Tu comprends? C'était une expression. Je ne voyais pas le côté... Tu sais, moi, j'arrivais chez mon grand-père, ma casquette à l'envers. Voyons, tu te prends-tu pour un? Puis moi, j'ai grandi avec ces choses-là et en entendant des choses. Fait que quand tu deviens adulte, sont en toi. Fait que c'est pas des pensées que j'ai, j'ai pas développé une haine, j'ai pas développé un jugement, mais j'ai grandi avec ces expressions-là, ces idéaux-là. Fait qu'à m'amener, là, c'est à toi à m'amener en tant que personne adulte, j'allais dire homme adulte, mais tout le monde, de comprendre, de faire des liens qui font OK, mais ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est en grandissant. Mais moi, quand on dit que le racisme systémique n'existe pas, c'est pas vrai. Tu choisis pas le racisme systémique. Il t'est imposé dans ta culture, de la façon que tu as grandi, dans le quartier que tu as grandi, avec les parents que tu as grandi, avec les choses que tu as entendues. Historiquement. L'idée, c'est que les gens comprennent le concept de racisme systémique comme étant une accusation d'accuser une personne devant elle qu'elle est raciste. Okay? Puis aujourd'hui, c'est devenu une insulte qui est grave. C'est-à-dire que personne ne voudrait être perçu de cette façon-là. La réalité, ce qu'on appelle du racisme systémique ou des biais inconscients, tout le monde en a. Of course que j'en ai. Of course que j'en ai par rapport aux personnes blanches. Tout le monde en a. Tout le monde a des biais inconscients sur ce qui est différent. Non, tu me connais pas dans la rue, tu me croises. Quelqu'un te voit avec tes tatous, Cédric, automatiquement, il peut penser « Ah, c'est sûrement une personne violente. Il y a le crâne rasé, il y a des tatous, il y a une chaîne, il est en shape. Moi, je change du bord de la rue. » Puis je vais poser une question aux gens qui me disent que ça n'existe pas. Combien de personnes aujourd'hui marchent sur le bord d'une rue, voient un groupe de jeunes noirs qui sont au bord de la rue et qui ne changent pas de côté s'ils sont à 9 h du soir? La réalité, c'est que 90% des gens qui nous écoutent, 90% des gens, et puis peut-être 99% des gens dans certaines villes changeraient de rue. Pourquoi? Parce que la perception, l'image qu'on a de la jeunesse noire, c'est une jeunesse qui est violente, dangereuse, criminelle, puis qui peut potentiellement nous porter préjudice. Le pire, tu dis ça, puis je suis sûr que tu vises pas juste les Blancs. Moi, je suis sûr qu'il y a une madame d'un certain âge qui vit à Saint-Michel. Peut-être qu'elle traverse la rue aussi, là, puis elle est aussi noire qu'eux autres. Là, absolument. Mais c'est ce que j'essaie de... C'est ça que... C'est ce qui me fait... J'utilise le mot « chier ». C'est ce qui me fait chier du gouvernement qui fait « Non, ça existe... Arrête de dire que ça n'existe pas. C'est pas vrai que ça n'existe pas. » Mais eux autres, on dirait que s'ils disent, ils viennent de faire « Ouais, là, on vient de dire « Oui, notre police est raciste. » Non, c'est pas ça. Assume que tout le monde a des préjugés fait en tête sur le problème, c'est que différentes layers. Les préjugés qui viennent, par exemple, de monsieur et madame tout le monde, oui, ça peut faire mal à certains individus. Mais le problème, c'est quand ça vient des institutions. Quand les institutions en tant que telles, elles ont été bâties, construites d'une façon où est-ce qu'on a dans la structure même fait en sorte qu'on discrimine certains types de personnes par rapport à d'autres. Mais c'est sûr et certain que ça crée
un manque d'opportunités pour l'ensemble des personnes qui sont discriminées. Donc, qu'on parle de logement, qu'on parle, oui, avec la police, qu'on parle d'école, qu'on parle du droit. Donc, il y a plein d'endroits dans la société où est-ce qu'on s'en rend compte que les gens, ils n'ont pas les mêmes opportunités que tous. Puis, tu sais, c'est facile aujourd'hui pour... Tu sais, j'entends... Charlie Kirk, j'ai entendu une de ses vidéos récemment où est-ce qu'il dit à un homme noir, qu'est-ce que moi je peux faire que tu peux pas faire? Pourquoi il dit ça? C'est simple, c'est que lui, de son point de vue, il va voir par exemple telle ou telle personne qui sont noires qui ont accédé à des endroits. Mais est-ce qu'ils savent l'histoire de ces gens-là? Combien de fois ces personnes-là se sont fait dire non? Je vais donner un exemple. Je te parlais de la Cour municipale de Montréal. Mon collègue, je ne vais pas le nommer, mais qui a fait mon stage avec moi, il a fait une seule application pour un seul stage. Et il a eu son stage. Moi, à la même époque, j'ai fait 25 entrevues. Puis je te le dis, Cédric, puis je le dis, je veux pas comme ça. À note égale, là, mettons, à élève égale. I don't want to sound cocky, mais c'est vrai, I was sharp. J'étais bon en entrevue, j'étais capable de m'exprimer, j'étais capable de me vendre. Tu sais, mon père, c'était un vendeur, là. Je l'ai dans le sang, là, la vente. Tu sais, j'étais capable de me vendre quand j'arrivais. J'avais des bonnes notes, j'avais un bon CV. Après la 25e entrevue, j'ai arrêté de compter le nombre d'entrevues que j'ai fait pour avoir le stage que j'ai fait. Mon autre confrère blanc, un stage, une application, une entrevue, il a son stage dans la poche. Donc, c'est sûr que quand on arrive ensemble autour de la table, puis que tu me dis, ah ben, tu l'as eu ton stage, mais tu sais pas par quel chemin je suis passé. Tu sais pas le nombre de personnes. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, j'ai un collègue récemment qui est venu me voir, il est venu finir son stage gratuitement à mon bureau parce que j'avais pas de place pour le prendre, parce qu'il n'arrivait pas à prendre. Tu sais, il a commencé un stage, ça s'est pas trop bien passé, puis finalement, tu sais, il n'arrive pas à trouver ça. Puis je lui ai dit, OK, ben viens, je pourrais pas te payer, mais au moins, tu vas l'avoir ton papier, tu vas être avocat, tu vas pouvoir te... Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'avant de voir l'avocat, l'étudiant, les notes... Ben oui. Ils voient un jeune noir. Ben, c'est absolument ça. Puis il y a des gens qui vont arriver, puis ils vont voir leur équipe, ils vont voir est-ce que cette personne-là va fitter. Peut-être j'ai déjà des préjugés sur qu'est-ce qu'elle va me demander, puis peut-être ils se rendent pas compte que peut-être ce jeune-là, ben, c'est la personne qui va faire en sorte que tout décolle pour toi, mais c'est pas comme ça que tout le monde le voit, tu comprends? Donc, moi, j'aimerais que les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas des communautés racialisées, qu'on soit capable de juste avoir de l'empathie, d'être capable de se mettre à la place, puis de comprendre que, oui, il y a un discours aujourd'hui qui existe dans la société québécoise de notre gouvernement, le gouvernement Legault, qui est repris encore avec plus d'exacerbation du gouvernement qui s'en vient apparemment de PSPP, mais... C'est dommage. C'est dommage parce que, tu sais, on divise les gens. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on exacerbe, je pense, aujourd'hui, l'enjeu du racisme systémique en refusant de le reconnaître. Puis la reconnaissance, c'est juste de donner des chances égales à tous. C'est tout. Qu'est-ce que tu penses, justement, parce que tu me disais, l'image qu'on a des jeunes noirs ou arabes en ce moment et tout ça, puis on entend beaucoup parler gang de rue, de plus en plus, parce que là, tu sais, au Québec, on s'entend, on a eu la grosse époque italienne, on a eu la grosse époque motard. On s'entend, il n'y a pas un noir patché, ça n'existe pas. Il y en a un qui les aurait eu s'il n'avait pas été noir, qui est décédé aujourd'hui, mais on dirait que c'était gros. On dirait que les gens ont oublié qu'il y avait des bombes puis ça se tirait dessus aussi. Ouais. La différence aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans les gangs de rue, surtout dans les dernières années, c'est très jeune et c'est extrêmement violent. Ouais. Et c'est très racisé ce qu'on nous montre. Est-ce que c'est le cas? Mais à chaque fois, gang de rue. Moi, si on parle de... Moi, j'ai eu, il n'y a pas si longtemps, Didier, si je ne me trompe pas, aussi blanc que moi, membre de gang de rue. Mm-hmm. Mais c'est quand on dit membre de gang de rue, l'image qu'on a, c'est pas moi. Exact. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que, tu sais, je comprends, puis en même temps, je comprends le public en même temps de faire... Je vois un groupe de jeunes noirs, j'ai peur parce que les médias me parlent que de ça. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Est-ce que je prends une chance de passer à côté d'eux autres ou non, je fais la bonne chose de... Tu sais, à un moment donné, c'est là que la ligne, on fait comme... Mm-hmm. Hey, je veux pas être cette personne-là, mais j'ai comme pas le choix d'être cette personne-là parce que j'en ai peur, tu sais. Mais je pense que tu touches à quelque chose d'important. L'idée, c'est quoi? Qui nous parle des gangs de rue? Ce sont les médias, OK? La première chose que je veux faire comme distinction, il y a une différence fondamentale entre de la délinquance juvénile et de la criminalité organisée.
OK? Moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà été arrêté quand j'étais jeune parce que j'ai foutu la merde quand j'avais 14 ans. Je me suis fait arrêter, j'ai passé dans le système juvénile, mais j'étais pas membre de gang de rue. J'étais juste un jeune qui was acting out, puis qui... Je relate à 100%, Tu comprends ce que je veux suis à la dire? même place que toi. Donc, j'ai plein de mes clients qui, tout simplement, c'est des jeunes qui ont commis des actes de délinquance. Puis, il y a un système qui s'appelle la loi sur la justice pénale pour les adolescents qui est là, justement, pour encadrer ces jeunes-là. Maintenant, quand on parle de gang de rue aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé au Québec pour parler de personnes noires. Je vais te donner un exemple. Quelques années de ça, je pense que c'était en 2021, dans le Journal de Montréal, on parle des gangs de rue qui fraudent la PCU. Okay? Puis là, il y a un article dans le journal qui est écrit « Les gangs de rue fraudent la PCU ». Et là, il y a une image pour illustrer le tout. Dans l'image, on voit que c'est des jeunes, principalement noirs, quelques autres qui sont racialisés, qui en font partie, et ils sont jeunes. Et la légende en dessous, c'est écrit photo de membres de gangs de rue pris il y a quelques jours dans la métropole. Okay? Maintenant, les jeunes qui étaient là, c'est des jeunes, il y a environ 14 ans, qui allaient à l'école Calixa-la-Vallée, que le Journal de Montréal a pris leurs photos sans leur consentement. Ils ont pris cette photo-là, ils l'ont mis dans leur base de données. Puis dans la base de données, on l'a catégorisée gang de rue, puis c'est là qu'on la met. Puis là qu'on veut illustrer des membres de gang de rue, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'image de jeunes qui sont noirs, racialisés. C'est comme, moi, dernièrement, je ne vais pas le nommer, mais ami d'un ami, j'ai passé genre 2 heures avec un membre full patch d'un club assez connu, tu sais, puis en y serrant la main, j'ai bien vu, il y avait des bijoux qui disaient bien que je le connais pas. Il était à la même place que moi, serré la main, on a jasé 2 heures de tout zéro de criminalité. Mais on aurait pu me prendre en photo, puis... Absolument. Prospect d'un club de bicycle. Absolument. Ça n'a aucun sens, tu comprends? Disons cela, ce que je dis, c'est que l'image des gangs de rue aujourd'hui et la façon dont on l'utilise au Québec, c'est pour te parler des jeunes noirs, arabes. Mais la réalité, c'est que c'est un noyau extrêmement petit. Tout le reste, c'est des gens, par exemple, qui ont peut-être pas des bons logements, qui ont des parents qui doivent travailler 80 heures semaine pour répondre à leurs besoins. C'est des gens, par exemple, qui sont à Montréal-Nord, pour prendre cet exemple-là, parce que c'est pas, bien entendu, exclusif, ou est-ce qu'il n'y a pas de parc pour recevoir les jeunes. Donc, les jeunes, oui, ils sont dans la rue. Montréal-Nord, c'est le quartier qui est le plus densément peuplé au Canada, mais dans lequel il y a le moins... Tu sais, on doit... J'habite pas à Montréal-Nord. Non, mais la société. Mais... Présentement, ça a pris tout le change pour avoir un centre sportif à Montréal-Nord. Il y a des enjeux sociaux qu'on décide de régler simplement avec de la répression, tandis que le problème, c'est des problèmes socio-économiques. C'est pas nécessairement des problèmes de criminalité. Si vous prenez des jeunes puis qu'ils n'ont pas de parc, ils n'ont pas de centre sportif, ils n'ont pas d'activité, ben c'est sûr certains qu'ils vont faire de la criminalité. Pourquoi Diane et Lucie m'ont mis à 12 ans dans un camp de jour pour m'occuper? Puis tu sais quoi? Cet été-là, ben non, j'en ai pas foutu de merde. Parce que tous les jours, j'allais dans un camp de jour, j'étais accompagné, encadré. J'avais quelque chose à faire. J'avais quelque chose à faire. Puis cette réflexion-là, elle n'arrive pas là dans l'esprit de certains politiciens. Puis on voit la couleur de peau comme étant une couleur qui représente de la criminalité. Puis c'est des préjugés, ça, c'est des stéréotypes. Quand ces stéréotypes-là sont incarnés par des personnes qui ont des guns, ça donne des cas tragiques comme celui qu'on a eu récemment. C'est ça la vérité. C'est moi, les premiers crimes que j'ai commis puis les premières consommations que j'ai faites, c'est parce que j'avais rien à faire. Mes parents, on faisait pas de sortie, on n'allait pas faire de camping les fins de semaine, on n'allait pas en voyage. On était juste une gang de gars dont les parents, on n'avait rien d'autre à foutre que foutre la merde. C'est pas les boss du quartier qui nous fait... Tu sais, je veux dire, on commençait, on fume des joints, puis on casse des affaires, puis on vole un char, puis pour s'amuser, parce qu'on n'a rien à faire. Puis là, à un moment donné, ben, ça fait que prendre de la dope, c'est cool, mais ça coûte cher. Fait que là, on va en vendre de la dope. Tu sais, il n'y a pas personne, moi, qui me dit, tu sais, hey, fais ça. Tu sais, c'est justement parce que on n'avait rien à faire. On n'avait pas mais tu sais quoi, l'image de ça va loin, Cédric, parce que, tu vois, récemment, il y a eu en 2022 3 jeunes qui sont décédés, 14, 15, 16 ans. Il y a eu un jeune blanc, un jeune arabe, un jeune noir. Aucun d'entre eux était criminalisé. Le premier ministre est allé emmener des fleurs sur la tombe du jeune blanc. Les 2 autres, il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de condoléances, il n'y a rien eu. Cette image-là, elle est forte. Parce que ce que ça veut dire, c'est que la vie du jeune blanc a plus de valeur que la vie du jeune noir, tandis qu'ils sont morts dans des
circonstances qui sont similaires. Mais tu sais... Puis c'est comme si on se disait, ou qu'on pourrait se dire, ben si il était criminalisé, c'est correct qu'il soit mort. Dans quelle société on est en train de vivre si c'est comme ça qu'on conçoit les choses? Puis tu sais, quand on est en train d'exacerber les tensions au niveau de l'immigration, au niveau du... On est trop... Tout ça, à la fin, le final de ça, c'est que quand un jeune va tomber sous les balles, quand un jeune va décider, quand un jeune va tomber dans ces circonstances-là, mais il y a des gens, oui, j'ai vu des choses horribles là, qui se sont écrites sur Noran, sur la base de stéréotypes qui existent. C'est horrible. Tu sais, c'est des choses que je ne veux même pas répéter parce que je ne veux même pas donner de valeur aux gens qui propagent ça. Moi, ce que je déteste du système gouvernemental, peu importe, c'est que quand tu es élu, ton but, c'est d'être réélu. Ouais. Moi, j'en parle souvent par rapport aux prisons, il y a de l'argent qui a besoin d'être investi, de la réinsertion, la réhabilitation. Ça, tu sais, je veux dire, ça coûte moins cher aider quelqu'un à se réhabiliter que de le garder en prison, mais investir massivement dans le système carcéral. Non, c'est pas sexy, est-ce que c'est sexy? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bon pour se faire réélire? Non. Puis après ça, il y a 3 jeunes qui meurent de la même façon, mais tu t'occupes juste du blanc. Pourquoi? Parce que les gens qui votent pour toi vont trouver ça plus important, ça. Puis après ça, tu viens me dire le racisme systémique n'existe pas, puis c'est exactement ce que tu viens de faire parce que tes électeurs vont avoir cette pensée-là. C'est une différence de traitement. C'est de se dire, le jeune noir, et c'est sûrement parce qu'il était membre de gang de rue que ça arrive. Je me rappelle, peut-être tu te rappelles du cas de Pacifique Niokwizera, c'est le jeune à Québec qui avait sa tête dans la neige, puis que le policier lui a envoyé de la neige dans sa face. Je me souviens, oui, je me souviens. Sa femme avait fait un gros tollé. Et je me rappelle, c'est un cas que j'ai représenté, quand je suis arrivé à Québec, première question qu'on me pose, Maître Belton, est-ce que votre client est un membre de gang de rue? OK. Premièrement, c'est quoi le rapport? Deuxièmement, la seule raison pour laquelle vous me posez cette question, c'est parce qu'il est noir. La troisième chose, même s'il était un membre de gang de rue, est-ce que c'est comme ça qu'on veut, dans une société, traiter les gens qui se font arrêter? Est-ce qu'on veut donner la légitimité aux policiers d'avoir 2 classes de citoyens puis d'appliquer les droits fondamentaux qu'on s'est donnés comme société pour se guider en fonction de qu'est-ce que vous avez fait? Puis moi, ce que j'ai dit, puis ça a choqué les gens à Québec, mais je vais le redire encore une autre fois, soyez choqués si vous voulez. Carl Girard, qui a tué 2 personnes, il en a blessé 3 autres. Ça, c'était à l'Halloween avec son épée. Il n'a pas été arrêté de cette façon-là comme mon client. Puis si j'avais pris un chat, puis que j'avais mis sa tête dans la neige, puis que je l'avais foutu de la neige dans la face, j'aurais aucune tribune qui accepterait que je vienne parler. Je perdrais mes contrats d'enseignement. Je serais barré partout. Mais quand c'est un noir, on dit que c'est correct. C'est ça la vérité. Après ça, si vous me dites que le racisme systémique n'existe pas, les exemples se multiplient. Puis les gens des communautés racialisées, souvent ceux de première génération, eux, mes parents, leur job, c'était de travailler, nous envoyer à l'école. Ils se sont tus. Ils ont fermé leur gueule. Ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu avec leur gueule fermée. Des gens comme moi, qui ont eu mes parents, qui m'ont donné des opportunités. Aujourd'hui, je peux prendre la parole. Des gens comme ma fille et mes 2 garçons, ils vont plus accepter ce genre de choses-là parce que ils sont membres de cette société-là. Tu sais, leur père est né ici, leur grand-père était des citoyens, ils ont contribué aussi, ils font partie du Québec, puis de cette société comme tout le monde. Ils accepteront plus de vivre dans des conditions où est-ce qu'on ne reconnaît pas leur égalité parce qu'ils ont une couleur de peau différente. Tu sais, moi, je trouve que le multiculturalisme est tellement une belle chose et je trouve qu'ils en parlent en disant que c'est une belle chose, mais ils ne le démontrent pas. Tu sais, c'est comme, c'est ce qui est beau du Québec, c'est qu'on est là. En fait, le gouvernement parle d'interculturalisme, qui est différent. L'interculturalisme fait référence au fait qu'on devrait, oui, accepter les gens, mais que les gens doivent adopter des valeurs communes, doivent, tu sais, ça, je le comprends. Puis, tu sais, je comprends qu'on est au Québec puis qu'on a une façon de vivre, mais j'ai beaucoup de difficultés avec le fait qu'on me demande de mettre de côté tout ce qui fait ma beauté puis ma différence parce que, genre, je dois... C'est exactement ce que les Anglais ont fait aux Français en essayant de les assimiler, en leur disant d'oublier leur langue, leur religion, etc. Puis moi, je pense pas que c'est ça qu'on veut comme société, mais après ça, bon, les gens voteront pour qui ils veulent voter. Moi, j'ai envie de donner un conseil aux gens là, qui s'intéressent pas du tout à la politique, qui aiment pas soit écouter les nouvelles, tu sais, ces choses-là. Là. Moi, je vais conseiller à ces gens-là, si vous écoutez pas, il y a une émission que je vous conseille d'écouter pour vraiment voir comment ça se passe. C'est Le Parloir. Infoman.
avec Jean-René Dufort parce que, justement, je trouve que des fois, en ce moment, là, il y a le truc là, des prières dans la rue, qu'il n'y en a pas, là, mais ils se font toller là-dessus. Mais c'est ce que j'aime de cette émission, c'est qu'il va vraiment dépendre à quel point. Regardez à quel point vous avez de l'air épais quand vous parlez, puis ce que vous. Fait que je pense que c'était. Moi c'est une émission que moi, la politique, ça m'écoeure. Avec tout ce que je reçois ici, je te dirais que les nouvelles, j'essaie de m'en tenir le plus loin, mais ce show-là m'aide tellement à dépeindre et à qui voter en une demi-heure par semaine est capable de tellement bien me rapper ce qui se passe dans la politique. Et je trouve ça incroyable. Là, je veux revenir un peu parce que tout ce que tu as dit, pour mettre des images fortes, ça amène à quoi? Ben, ça amène à Joyce Echaquan. Ça amène à des choses comme ça, des tragédies parce que c'est une autochtone, puis que là, les Autochtones, ils chialent tout le temps, sont tout le temps sûrs. Fait qu'on s'en occupera pas, elle chiale pour rien, puis elle est décédée sur son lit à l'hôpital. C'est ce genre de situation que ça finit par apporter. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui lui ressemblaient dans ton hôpital, qui ont été désagréables, qui t'ont craché dessus, qui étaient sous? Ça se peut. Mais tu as sûrement eu des Blancs aussi qui ont été de même. J'en ai vu, moi, du monde qui me ressemble à être agressif, violent, puis tout ça. Puis, fait que moi, quand j'arrive à l'hôpital, tu vas me traiter différemment parce que... Non, chaque personne est différente. Moi, c'est ce côté-là. Criminologue, tu commences, c'est sûr, tu t'es pas parti... Criminaliste. Criminaliste, excuse-moi. Ouais, non, criminologue, c'est un autre métier. Criminaliste, tu commences... Là, c'est sûr que tu te spécialises pas là-dedans. Là, j'imagine que tu es à grande porte ouverte. Donnez-moi ce que vous voulez, j'ai besoin de payer mes bills. T'as tout compris, mon gars. Fait que là, tu t'alignes sur n'importe quoi, crime sexuel, vol, agression, whatever. Tu es ouvert à tout et tu t'occupes de tous les cas. Ouais. Dans le fond, quand j'ai commencé, comme tu viens de le dire, je prenais de tout, même dans différents domaines de droit. Tu sais, j'ai fait du droit de l'immigration, j'ai fait du droit de la jeunesse, j'ai fait du droit du logement, j'ai fait du droit du travail, j'en ai fait, là, OK? Mais à un certain moment, je savais que le droit criminel, c'est ce que je voulais faire. Puis, au fur et à mesure que tu as plus de dossiers dans le domaine de droit que tu veux, que te spécialiser, ben c'est ça qui me permet de dire non au reste. Mais c'est vrai que dans le cadre de ma carrière, puis jusqu'à aujourd'hui, je vais représenter tout type de personnes. Oui, des gens qui ont accusé de meurtre, accusé de tentative, accusé d'agression sexuelle. Ça fait partie du travail que j'ai à faire. Est-ce qu'il y a des cas que tu fais... Non. OK. Je vais te raconter une histoire, OK? J'ai des enfants. J'ai une fille qui a 11 ans, un garçon qui a 7 ans, un autre qui a 4 ans. Ça fait quelques années. Je me rappelle quand j'ai commencé, je m'étais dit, quand je vais... tu sais, en droit criminel, je ne prendrai jamais de cas de personnes accusées contre des crimes sexuels contre des enfants. Je dis pas pédophile, mais je sais que c'est comme ça que les gens diraient. C'est pas parce que c'est pas ça, mais j'utilise le terme suivant. OK? Et je me rappelle un homme qui est rentré dans mon bureau, 22 ans, qui vient et qui m'explique qu'il a mis son pénis dans la bouche d'un enfant de 4 ans. Et il commence à pleurer. Il est en boule, il pleure, il dit qu'il veut se suicider. Puis moi, je savais pas que c'était pour ça qu'il venait de me voir. Puis je me rappelais déjà de qu'est-ce que je m'étais dit. Et là, je sors du bureau parce que... Pas quelqu'un qui dit « je suis accusé de ». Ouais, il me dit qu'il l'a fait. Puis ça arrive pas souvent en passant parce que non, je sais que l'image des gens les gens pensent que les gens rentrent dans notre bureau puis ils nous disent « ah, je l'ai fait », ça arrive. C'est pas comme ça. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Puis ça, c'est une des rares fois que c'est arrivé. Puis lui venait me voir parce que il voulait reconnaître ce qu'il a fait. Puis il voulait... c'est ça, tu sais, comme que je l'aide à passer à travers du processus criminel. Puis là, c'est sûr que ça a bougé quelque chose chez moi. Je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je lui dis d'aller voir un autre avocat? Puis pourquoi je ne l'aiderais pas puisque c'est là qu'il veut aller, tu comprends? Donc, à la fin, mon travail, tu sais, 90% des gens qui vont venir me voir dans mon bureau, c'est des gens qui vont plaider coupables. Des fois, même 95%. Tu sais, des procès en droit criminel, j'en fais pas énormément par année. Peut-être 5, 6, des fois dans les bonnes années 10, parce que la réalité, c'est que les gens qui sont accusés, des fois, ils ont besoin d'être représentés devant le système. On s'est donné
dans notre démocratie des outils légaux qui font en sorte qu'on se dit, on veut que la police fasse bien son travail. On veut que les gens soient pas présumés coupables, mais qu'ils soient présumés innocents pour mettre le fardeau sur l'État de prouver la culpabilité des gens. On veut que les gens ont des droits. On est dans un État où est-ce que on n'est pas d'accord que le policier arrive, te force ta confession à coup de poing dans ta gueule, puis tu dis oui, je l'ai faite. Pourquoi? Parce qu'il va arriver un moment où est-ce que, on risque d'avoir des gens qui sont condamnés injustement. Donc, ça, c'est toutes des garanties qu'on s'est données. Parce Donc, que le but de l'avocat, c'est pas nécessairement de t'arranger que cette personne-là soit retrouvée coupable. Ton but en tant qu'avocat, Acquitter, c'est de... Acquitter. Mais ouais, non coupable, c'est ça que je voulais dire. Le but d'un avocat, c'est de t'assurer qu'il ait soit une pleine défense ou que tous ses droits soient respectés tout le long de la procédure. Oui, puis, tu sais... Je veux dire, quelqu'un qui vient te voir et qui te dit ça, puis il décide d'aller en procès, toi, tu le sais qu'il l'a fait, il te le dit. Est-ce que tu vas aller au bat, défendre avec les armes que tu as pour t'arranger qu'il soit retrouvé non coupable? Malheureusement, la réponse, ça dépend. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple que je viens à moi-même de donner, si cette personne-là me dit qu'elle va témoigner devant la cour pour dire qu'elle n'a pas fait ça, je peux pas et je le ferai. Moi, personnellement, je le ferai pas. Il y a une limite que tu franchis pas. Moi, je ferais pas ça. Notre code déontologie ne nous permet pas. Est-ce que d'autres confrères pourraient le faire? Peut-être, je sais pas. Mais je te confirme que oui. J'ai côtoyé quelques avocats dans ma vie qui ont dit des affaires. J'étais comme, OK. Mais moi, je ferais Chance qu'on n'est pas enregistré. Moi, je ferais pas ça, tu sais. Mais après ça, si on se retrouve dans une position où est-ce que, par exemple, la preuve contre mon client, je pense ou j'estime qu'il a commis l'infraction, mais la preuve ne permet pas de trouver sa culpabilité. Est-ce que je vais le défendre? La réalité, c'est que oui, parce que le poids de la représentation, de trouver quelqu'un coupable ou pas, ne m'incombe pas. Moi, mon but, c'est de présenter une défense, de représenter ma personne, de s'assurer que ses droits sont respectés. Puis, ultimement, c'est un juge ou un jury qui prendra la décision à savoir s'il est coupable ou pas. C'est pour ça que, tu sais, moi, le soir, je dors bien. Quand j'arrive puis j'ai un plaidoyer de culpabilité, est-ce que ça me fait chier? Des fois, oui. Surtout si j'ai des clients qui, je voulais l'avoir, ce dossier-là, ou que je croyais vraiment à leur innocence, etc. Mais ça dépend pas de moi. Puis je me mets pas un fardeau. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. J'ai fait ma mieux job. Que tu l'as fait. Puis, ça, c'est une chose aussi. Tu sais, les gens qui font comme, tu te défends, il est acquitté de ça. Tu sais, j'ai toujours dit, si on parle d'un criminel, on parle pas, mettons, d'un cas, mais tu es un criminel, donc tu as choisi de gagner ta vie d'une telle façon et tu suis tes propres règles parce que tu es un criminel. Donc, ton but, c'est de ne pas te faire attraper par la police. Tu es une police. Tu as décidé que toi, dans la vie... c'est un type de criminel. Oh oui, non, là, je parle d'un type. Ouais. Tu es policier, tu as décidé d'attraper les criminels. Toi, tu as des règles à respecter parce que tu es dans la loi. Donc, c'est ta job de faire ta job comme il faut pour arrêter cette personne-là, pour la retrouver coupable. Parce que le savoir et la preuve sont deux choses complètement différentes. T'sais. Mais je vais donner deux exemples, OK? Je vais dire deux choses là-dessus. Les gens donnent toujours... l'exemple qui est toujours donné quand on parle de tu défends, c'est toujours les crimes sexuels sur les enfants, généralement. C'est répugnant, je le comprends. Tu sais, ça c'est pas la majorité de ma pratique. Mais comme je te dis, j'en ai parlé avec Nadabou Mefta, qui est une collègue à toi aussi. Disons cela, c'est des dossiers extrêmement difficiles, même pour nous. Tu sais, moi, quand interroger un enfant, pour lui demander... c'est difficile même pour l'avocat qui va défendre la personne qui est accusée, OK? Donc, c'est souvent là qu'on demande cette question-là, parce que c'est le crime c'est un crime qui est horrible, qui est ignoble, puis ça l'est aussi pour moi qui est dans le système de... J'ouvre pas ces dossiers en disant, puis heureusement, j'en ai pas beaucoup, mais quand ça arrive, c'est pas des dossiers que j'arrive puis je suis comme « Oh, nice! » j'ai un beau challenge. C'est difficile pour tout le monde, disons cela, OK? Maintenant, la façon pour moi la plus facile de comprendre pour les gens, c'est de l'expliquer pour les gens, c'est de dire si ton frère, ton mari, ton oncle, ton fils est accusé, tout change. Ta perception de « Ah, tu pourrais pas... » Tout change. Parce que ce que tu veux, là, c'est le meilleur avocat. Parce que toi, tu crois la personne qui est accusée, qui te dit « Je l'ai pas fait ». Même si toute la société le croit pas, c'est mon fils, je le crois. Je vais aller lui chercher la personne la meilleure. Donc, tu veux aussi que l'avocat qui le défend soit pas un avocat qui est là pour le juger, mais qui est un avocat qui va prendre la preuve, qui va prendre le droit, puis qui va tout faire en son possible pour faire en sorte qu'il soit acquitté. Puis tu parlais de déontologie. Toi, c'est ton travail de donner le meilleur de toi, peu importe la cause. Puis, tu sais, on parlait de médecin tantôt, c'est la même chose. Je veux dire, si un médecin reçoit
quelqu'un, il a reçu un coup de couteau, pourquoi? Il est en prison, c'est un prédateur sexuel, il s'est fait poignarder en prison. Le médecin va pas faire, ouais, je vais le laisser peut-être un mourir, peu moins ouais. l'opérer, lui. Mais non, même si ça ne fait pas plaisir, ça étend pas. Mais c'est son travail, tu as étudié pour ça. Tu t'es investi au point, fait que tu vas l'opérer de la même façon que tu vas opérer le premier ministre. Ouais, Tu comprends? Tu n'as pas le choix. Puis la réalité, c'est que faut pas comprendre que parce que je représente quelqu'un, c'est que j'encense le crime qu'il a fait. J'ai dit ça à chaque début de podcast. Moi, que justement, j'endosse pas. Gardez en tête que j'ai 90% de mes clients, 95 dans des années, qui à la fin, mon travail, ce sera même pas d'essayer de prouver sa culpabilité parce que les gens, très souvent, la majorité des gens plaident coupables. Ça va être un entente à toi puis le procureur. Gardez en tête qu'il y a des gens qui sont accusés qui sont effectivement innocents. C'est pas comme quelque chose d'impossible. Il y a des gens qui sont accusés, qui n'ont pas commis le geste qu'on leur reproche, et oui, qui ont besoin d'un avocat, qu'on doit aller à procès pour prouver qu'ils sont innocents. Puis gardez en tête que oui, des fois, la police dérape, fait des choses qu'ils ne devraient pas, puis que comme société, on ne peut pas utiliser la preuve, des éléments de preuve qui ont été recueillis dans des conditions qui sont inacceptables. Tu sais, c'est ça les garanties qu'on s'est données. Puis si on les enlève, ben on va se retrouver avec, oui, comme aux États-Unis, des gens qui passent 38 ans, puis après ça, on trouve finalement la personne qu'on voulait pas entendre puis qui aurait pu prouver l'innocence. Moi, je connais des personnes qui sont venues ici puis la police est rentrée chez eux. Ils ont trouvé, là, tout ce qu'il y avait à trouver, là, puis il s'est retrouvé en prison. Le mandat n'était pas bon. 12 chefs d'accusation ont tombé à l'eau. Ouais. C'est pas... hey, on avait tout dans la maison, là. Oui, mais t'avais pas le droit de rentrer dans la maison de la façon que tu l'as fait. Ça va faire grand bruit dans certains médias, mais la réalité, ce sont ces garanties-là qui obligent l'État à bien se comporter et qui nous rassurent collectivement qu'on n'aura pas des condamnations qui sont faites sur la base d'éléments de preuve qui ne sont pas fiables. Les gens qui disent, justement, tu parlais, on plaide coupable, il y a des ententes, on va dire, écoute, si on s'en va, moi, je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai plein d'amis. Justement, et je demande, parce que le procureur va dire, écoute, tu as 2 options. Si on s'en va en procès, tu risques tant. Mm-hmm. Plaide coupable à ça, puis moi, j'ai vu, là, autant, là, des accusations changer, là. Genre, si on s'en va en procès, je t'accuse de chef de réseau. J'ai pas toutes les preuves, mais j'ai assez de preuves pour t'amener en procès chef de réseau ou plaide coupable à possession d'armes, 3 ans. Tu comprends? Ouais. La négociation des peines, puis les ententes entre les procureurs et la défense, la réalité, puis c'est la Cour suprême qui l'a dit, sont essentielles pour le système de justice. Oui, sinon ça va. Déjà que le système de justice n'a aucun sens, tellement qu'il est engorgé. Il est engorgé. Si on devait emmener tous les dossiers à procès, la réalité, c'est qu'on ne pourrait pas. Puis il faut avoir... Tu sais, l'idée, c'est qu'un accusé, il plaide coupable, ça évite un procès, ça évite des témoins qui vont se déplacer, ça évite des victimes qui viennent témoigner à la cour. C'est un processus de réhabilitation qui est amorcé de reconnaître sa culpabilité. Ça vient avec des conditions, des fois, d'aller chercher de la thérapie, de faire des heures de travaux communautaires. Donc, la société bénéficie de ça. Donc, c'est sûr et certain que, tu sais, je l'entends, des gens qui parlent de peine Netflix, peine bonbon, etc. La réalité, l'incarcération, elle a une limite au niveau de qu'est-ce qu'elle est capable de produire en termes de résultats. Puis aujourd'hui, on a une société où est-ce qu'on est capable de se dire, on est capable d'obtenir les mêmes résultats des fois en gardant des gens dans leur emploi, en ayant des conditions qui sont quand même assez strictes, mais quand même en faisant en sorte que le crime qu'ils ont fait, il est puni. Je suis pas en train de dire qu'on devrait avoir des gens qui commettent des meurtres qui se retrouvent de la prison à la maison. Il y a des barèmes qui existent. C'est pour ça qu'on a des juges qui sont nommés, qui sont formés, qui ultimement peuvent refuser ou pas les ententes qui sont faites. Mais moi, je pense que notre système de justice au Canada, on peut en être fier. Il y a de belles choses qui se font, qu'on est capable de seulement rentrer à l'intérieur du système pour essayer de le comprendre. Suite à tout ce qu'on vient de se dire, j'ai 2 questions. Première question, est-ce que tu as vu, parce que je sais que ça existe, là, je connais des personnes qui l'ont fait, est-ce que tu as vu des gens accepter de plaider coupable pour un crime qu'ils n'ont pas commis parce que c'était juste moins compliqué que de s'en aller en procès, de payer l'avocat, puis la peine était tellement... OK, je vais plaider coupable, je vais avoir un dossier criminel pour quelque chose que j'ai pas fait, mais si je m'en vais en procès pour prouver que je l'ai pas fait, ça va me coûter 200 000. Ah oui, sinon, j'ai une peine réduite. J'ai un dossier criminel pour un voie de fait qui finalement, j'étais accusé de tentative de meurtre que j'ai pas commis du tout. Je vais aller en procès pour prouver que je peux perdre, donc je peux me pogner un 15 ans ou je plaide coupable à un voie de fait grave que je peux aller plaider
faire ma peine en communauté, mais j'ai jamais commis ce crime-là. Ben, je vais te raconter une petite histoire très rapidement, Cédric. J'ai un condamné à vie qui m'avait appelé, qui voulait que je révise son dossier et qui avait été trouvé coupable de meurtre premier, donc 25 ans automatique, etc. Puis quand il m'a expliqué comment le tout s'est produit, mais il a plaidé il était jeune, il avait 21 ans quand ça s'est produit, il a été pris dans l'engrenage. La personne qui avait commis le meurtre, c'est cette personne-là qui lui a payé un avocat. T'sais, il n'était pas sur l'aide juridique. C'est pas lui qui est allé chercher l'avocat. On lui a donné un avocat. Puis après ça, quand je regarde le travail que l'avocat a fait, oui, ça a fait en sorte que je me suis posé des questions. Puis il était rendu à, je pense, 11 ans dans sa peine. Il lui restait pas exactement 25 parce qu'il va bénéficier d'une libération avant ça. Puis j'étais obligé de lui dire, mon ami, malheureusement, tu vas devoir tourner la page, prendre ton temps, puis attendre d'être libéré. Parce que tu as plaidé coupable, tu as accepté de reconnaître tes gestes, puis toutes les étapes étaient déjà faites. Il se qualifie en rien avec une révision judiciaire comme genre style projet innocence qu'on peut voir des fois dans les médias. Donc c'est vrai, c'est des réalités qui existent. C'est des réalités qui existent, malheureusement. Si le projet existe encore, je pense que c'est le genre de personnes que j'aimerais recevoir. J'ai l'impression qu'il pourrait peut-être avoir un échange de quelques personnes. L'autre question qui venait avec toutes ces discussions-là, tu m'as parlé, je me souviens pas si c'était in ou hors caméra quand tu m'as dit ça, mais tu m'as dit que tu faisais beaucoup de première offense. Ouais. Tu faisais beaucoup First offenders, ouais. First offender. Côté récidive, qu'est-ce que tu vois, toi, de ta perception? Je parle pas des chiffres, de ta perception à toi. Souvent, tu fais des premiers cas. Ouais. Ils plaident coupables, ils font une peine, whatever, ce qui est la peine, plus ou moins, tout dépendant du crime. À quel point tu vois que notre système est fonctionnel? On va se dire, on est dans un système très punitif au Québec, Canada. À quel point tu vois une efficacité de système? Je vais expliquer un truc rapidement comme mise en contexte. Il y a comme 3 types de criminalité dans le droit criminel. Donc, on a le crime organisé, ça, tout le monde le comprend. Ensuite, on a les criminels à cravate, les crimes financiers, puis on a ce qu'on appelle les first offenders. Les first offenders, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est des gens que vous côtoyez à tous les jours, mais qui, à un certain moment dans leur vie, se retrouvent dans une situation où il y a un événement, ils commettent une infraction criminelle. Dans ma pratique à moi, 95% des first offenders, je ne les revois pas. 95%. Donc, tu sais, je suis quelqu'un, je dois toujours avoir de la nouvelle clientèle parce que la réalité, c'est que la plupart de mes clients, une fois que j'aurai traité mon dossier, le processus, il fonctionne. Puis, tu sais, je suis quand même assez content parce que la plupart de mes clients, j'arrive à les garder hors de prison. Tu sais, c'est sûr et certain, il y a des dossiers où, oui, les gens vont avoir des peines de prison, mais dans les cas que moi, j'ai à traiter dans le cadre de ma pratique, la plupart des gens, tu sais, on arrive à trouver d'autres façons que l'incarcération. La peur de la prison est assez, pour monsieur, madame, tout le monde, dans un first offender, la peur de la prison est assez puissante pour faire, j'ai eu ma leçon, là. En termes de first offender, il faut comprendre, tu sais, si ton premier crime, c'est un meurtre, ben non. Tu comprends pas, c'est pas de ça qu'on... Plus de, j'ai trop bu, j'ai donné une tape à quelqu'un, ça a mal viré, ça peut arriver. Beaucoup de violence conjugale. Des ballons. Beaucoup de des ballons, comme ça, beaucoup de violence intrafamiliale, de la criminalité autour de la drogue, etc. Mais... Problème d'argent, j'ai vendu un peu de dope pour arrondir les fins de mois. Mais la réalité, c'est que le processus fonctionne. La plupart des gens vont pas récidiver. La grande majorité. Puis ça, c'est sans avoir besoin nécessairement d'incarcération. Donc, je pense que c'est sûr et certain qu'il y a des crimes qui laissent des séquelles. Tu sais, récemment, j'avais fait un dossier où est-ce que c'était une personne qui a volé de la fraude style grand-père, où est-ce qu'on vole des personnes âgées. Oui, malheureusement. Tu sais, je sais que c'est l'image, c'est ignoble, tu sais, c'est grave. Puis tu sais, après ça, si c'était ta grand-mère, ton grand-père, comment tu sentirais que quelqu'un a profité de sa vulnérabilité? La réalité, c'est que moi, si je suis de l'autre côté de la personne qui est genre... J'ai été manipulé. Je l'ai fait parce que mon chum m'a convaincu de le faire. Puis je l'aimais, puis je me suis pas rendu compte qu'il était en train de profiter de moi. Je donne un exemple. Sur les 300 000 $ que j'ai volés, ben, j'ai seulement eu 5 000 $. Mais tu sais, c'est un côté, je ferais brailler personne là, avec... Non. Avec ce que je suis en train de dire. Mais ce sont des éléments qui, devant un juge... Qui humanise cette personne qui se retrouve devant le tribunal, puis qui est comme je regrette, puis que je dois dire, est-ce qu'on devrait pas prendre une chance
en l'envoyant, en trouvant une autre façon de la punir, simplement qu'en lui privant sa liberté, quand il y a tout ce contexte-là qui explique la commission du crime. Cette personne-là mérite une défense autant que la mère de 44 ans qui est allée fêter avec ses chums de filles, qui aurait peut-être pas dû prendre son auto ce fois-là, puis qui a rentré dans l'auto de quelqu'un d'autre. Puis là, c'est rendu un accident avec faculté affaiblie. Si quelqu'un était blessé, fait que c'est rendu une voie de fait. Fait que tout ça. Et c'est pas une criminelle, là. Elle a pas volé personne. Elle a à peine quelqu'un qui a eu un bleu à scraper 2 autos. Elle mérite la même défense. Cédric, c'est pour ça que... Tu sais, moi, je suis un juriste, donc c'est sûr que les mots sont importants. C'est pour ça que je parle jamais d'une ou d'un criminel. Je parle d'une personne accusée d'un crime. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, on associe le crime et la personne comme si ça faisait... Mais je vais vous dire, la réalité, c'est que la plupart des gens qui m'écoutent peuvent se retrouver dans cette situation-là. Moi, j'ai représenté une famille récemment, puis on a entendu parler de ce dossier. C'est un enfant qui passe sur un terrain et une femme va venir après une bouilloire d'eau chaude et va déverser la bouilloire d'eau chaude sur cet enfant-là qui est en train de passer. C'est un jeune noir. Okay? Ça se passait à Longueuil et j'ai accompagné la famille à un certain moment dans le processus criminel. Et tu sais quoi, Cédric? Je me suis posé cette question-là. Philippe, mon cher Philippe de 7 ans, que j'aime tant. Je pense à mon garçon qui tombe à terre, puis genre j'ai quelque chose dans mon corps qui me fait mal, tu comprends? Je le ressens physiquement dans mon corps si mes enfants fait mal. Si quelqu'un aurait déversé, tiens, puis c'est le voisin là qui a fait ça, qui aurait vidé une bouteille d'eau, une bouilloire d'eau chaude sur mon garçon, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Tu vas avoir besoin d'un avocat? Puis je veux pas répondre à cette question-là parce que... Moi, je peux te répondre tout de suite. Si quelqu'un fait ça à un de mes enfants, je t'appelle, j'ai besoin d'un avocat, là. Je sais que c'est pas la chose à dire, mais moi, je suis pas un avocat. Moi, je peux l'assumer. Je te défonce, là. Tu brûles mes enfants à l'eau bouillante. Mais c'est une façon pour moi c'est une façon pour moi de dire c'est facile de parler d'associer le crime et la personne. Puis c'est vrai, il y a des gens qui c'est leur mission, ils sont des pédophiles, puis ils en ont agressé 18, puis tu les relâches, ils vont continuer. Mais ça, c'est un 5%. La majorité des gens, c'est des gens où est-ce qu'on dit « shit happens ». On le voit dernièrement, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé hier avec l'invité que j'avais, qui n'est pas du tout avocat, là. Tu sais, il y a un gars là, qui vient d'être accusé de féminicide qui avait 16 bris de conditions. Libéré 16 fois après des bris de conditions, tu sais. Mais je comprends, puis c'est dégueulasse. Puis tu sais, le ministre a été questionné, tout le monde en parle dimanche dernier, tout ça, tu sais. Je comprends que ça frappe, puis je comprends que ça n'a aucun sens, je comprends la famille, tout ça. Mais tu sais, vraiment, c'est minime. C'est un cas, mais comme tu dis, tout est tellement impacté. Il y a une limite à ce que le système peut faire. Parce que oui, cette personne-là aurait pu être prise plus en charge, son dossier aurait pu être plus tête. Mais on parle de milliards et de milliards de dollars, tu sais. Et est-ce que, oui, là, quand une chose comme ça arrive, les gens dans la rue crachent sur le gouvernement en disant, ça a aucun... Et moi, le premier, là, ça n'a aucun sens ce qui est arrivé, tu sais, que cette personne-là a eu 16... Celle-là, on l'a échappé, c'est ça. On l'a échappé, mais comment on aurait pu pas l'échapper? On aurait pu pas l'échapper en ayant un système beaucoup plus... fonctionnel. Et comment avoir un système beaucoup plus fonctionnel? En ingérant, en payant plus de monde, en ayant plus de suivi, plus tête, plus ci, plus ça. Et ça prend des millions, des milliards. Fait que là, mais si tu dis, je vais investir des milliards dans le système carcéral, le monde ne sera pas content. Puis de l'autre côté, quand un truc comme ça arrive, les gens sont pas contents, mais ça va ensemble. Et j'excuse rien, ça n'a aucun sens. Il y en a qui ont échappé, mais il y en a plein aussi qui sont pas ressortis puis qui en ont pas fait des... C'est plate que ça arrive, on veut pas que ça arrive, mais le système à m'amener, il n'y a pas de réponse. Le ministère fait comme, hey, on l'a échappé, c'est plate. On va en échapper d'autres. Là. C'est des choix de société qu'on doit faire. C'est-à-dire que si, comme société, on croit en la réhabilitation, mais la réhabilitation, c'est pour tous. C'est ça la vérité. C'est pour ça que mon podcast existe. Il y a des gens... La réalité, Cédric, je crois sincèrement, il y a des gens qui ne sont pas réhabilitables. Je suis d'accord avec toi 100%. Il y a des gens, la direction qu'ils ont pris ou ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, faire en sorte qu'il n'y a aucune façon. Le chemin qu'ils ont pris, c'est ça. Puis il y a des façons dont le système gère ces gens-là. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens qui rentrent dans le système de justice ou qui ont commis des infractions, aussi graves soient-elles,
peuvent être réhabilités. Puis, On a au moins 80 épisodes qui le prouvent. si on a décidé qu'on voulait pas de la peine de mort, on voulait pas de peine où est-ce qu'on prend la vie de quelqu'un puis on lance les clés, on se revient dans le gouvernement un peu. On avait cette loi où est-ce qu'on multipliait les 25 ans par le nombre de personnes qu'on avait tuées. Puis, tu sais, ça vient avec un système qui cherche la vengeance. Mais c'est parce que ça fait pas les principes de détermination de la peine, mais la vengeance n'en fait pas partie. On va bientôt rentrer dans ta spécialité. Là, ben, je t'ai mis sur pause tantôt. T'inquiète, on y revient. Ça paraît pas, ça fait déjà un peu plus qu'1 heure qu'on jase déjà. J'ai juste envie d'aller... je pense qu'on en a parlé un peu hors caméra. Des fois, quand on parle avant, après, je me souviens plus ce que je dis on caméra puis hors caméra. Étant un avocat criminaliste, j'ai retiré mes leçons. Si on t'approche, si un groupe criminel t'approche en disant « Je veux que tu t'occupes de mes gars. » Ouais. Fait que quand là, je nomme pas de groupe, je nomme pas de couleur, je nomme pas rien, mais mettons, on t'approche, on fait « Toi, là, on aimerait ça que tu deviennes l'avocat de nous autres. » Fait que dès qu'il y a un autre gars qui se fait arrêter, c'est toi qui appelles automatique. T'es-tu ouvert à ça ou tu préfères rester dans ce côté ou que d'être associé, mettons, à un groupe, tu sais, qui vraiment, on parlait tantôt, tu disais qu'il y avait 3 types de criminalité. Là, on parle de crime organisé. Ouais. Tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ferais... Je sais pas à quel point je voudrais être rattaché à quelque chose comme ça. Voilà la distinction que je fais. J'ai déjà représenté des gens qui étaient membres, qui fait partie du crime organisé, mais je ne serai jamais l'avocat de groupe criminalisé. Okay. Ça, c'est un choix personnel. Parfait. Parce que ça fait pas partie de mes valeurs, parce que aussi je suis devenu entrepreneur pour avoir la liberté de choisir les cas que je veux prendre, les cas que je veux pas prendre, et jamais je me ferai imposer de dire absolument je dois défendre cette personne-là qu'il pleut qu'il tonne, ou que je dois par exemple vendre cette personne-là pour que cette personne-là puisse parce que être financièrement, libérée. on va se le dire, c'est sûr ouais. que ça devient quelque chose d'intéressant. Mais à un moment donné, tu sais, est-ce que tu penses, ou sans nommer de nom, mais est-ce que c'est des choses que tu as connues de faire à un moment donné, justement, tu manques de liberté, dans le sens que, hey, t'es notre avocat, tu t'arranges. Lui, j'ai besoin de lui dans la rue, fait il faut que tu tournes les coins ronds, il faut que tu passes des... Tu sais, à un moment donné, à quel point pas que tu veux, mais à un moment donné, tu sais, quand t'es rendu que t'as peur de tes propres clients, c'est pas une bonne option non plus, tu sais. Heureusement, moi, ça m'est jamais arrivé, d'avoir cette crainte par rapport à des clients. J'en parlais avec Catherine tantôt, une de mes collègues à la clinique, mais l'avantage aussi d'avoir comme des années d'expérience, c'est d'avoir cette liberté de dire je choisis. Tu sais, aujourd'hui, un client m'appelle, je suis pas obligé de te prendre. Tu sais, pour payer mon fait de moi, pour payer mon char, pour donner de l'argent à mes enfants, je suis pas obligé de te prendre comme client. Ça fait pas en sorte que, tu sais, je regarde des dossiers, je fais encore des dossiers pro bono, je fais encore des dossiers de tickets où est-ce qu'il y a des enjeux de profilage racial, je fais encore des dossiers, j'ai gagné un dossier récemment à la cour d'appel, c'était un dossier de stationnement où est-ce que je me suis rendu, j'ai perdu en cours supérieur, j'étais allé à la cour d'appel, puis ça a fait en sorte que j'ai gagné 2 prix parce qu'il y avait une question juridique importante qui m'intéressait, mais c'est cette liberté de choisir qui m'est extrêmement chère. Tu sais, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes m'ont déjà approché, me disant Maître Belton, je pense que tu devrais appliquer pour devenir juge, etc. Je dis pas non ad vitam aeternam, mais je sais que mes choix, ma liberté de choisir est très restreinte une fois que tu deviens juge, parce que, tu sais, un juge choisit pas les dossiers qu'il va avoir devant lui. Il est tributaire des arguments qu'on a plaidés devant lui. Quand on te dit que tu dois aller, je sais pas, t'es juge à la Cour supérieure, on dit que tu dois aller à Saint-Hyacinthe, ben ouais, faut que tu ailles à Saint-Hyacinthe, peut-être c'est un dossier, on va faire 6 semaines là-bas. Donc, c'est cette peur. Moi, j'ai peur de perdre ma liberté. Elle m'est chère, puis c'est une raison pour laquelle ce mode de vie, il est pas pour moi. Je juge pas les avocats qui le font. Mais tu sais, chacun choisit le type de pratique qu'il décide d'avoir. Tu sais, je comprends. Je reviens au terme juge, tu sais. Mais s'il y a une place où, là, tu as le pouvoir de changer des choses en créant des jurisprudences, tu sais, c'est là, par exemple, tu sais, pour les causes que tu défends, c'est là où il y a un layer de plus que mais les avocats ont plus de liberté que les juges, c'est ça la vérité. Liberté, oui. Pouvoir, non. Dans le sens que toi, tu peux pas créer une jurisprudence. À moins que tu gagnes ta cause, oui. En fait, les juges, je te dirais, Cédric, que c'est les bons avocats qui arrivent à créer de bons jugements. Pourquoi? Parce qu'un juge peut pas de lui-même soulever un dossier, peut pas de lui-même... Des points de loi, des trucs comme ça. Il doit juger à partir de la preuve qui a été faite. Donc, s'il a un excellent dossier, mais que l'avocat fait un travail de merde, parce qu'il n'a pas soulevé les bons points, parce qu'il n'a pas amené la bonne preuve, parce qu'il n'a pas amené les bons témoins, il y a un cadre
c'est le cadre, le beau cadre, les bons arguments qui font en sorte que les bons juges aussi vont donner de bons jugements. Tu sais, puis je peux te parler de causes que j'ai fait où est-ce que quand je t'explique le travail qui est fait derrière, tu peux voir le jugement puis dire « Ah, c'est un excellent juge. » Le juge est bon. Mais c'est parce que, mon ami, on était toute une équipe derrière à travailler pour lui emmener tout ça pour qu'il puisse donner un bon jugement. En fait, c'est pas que le juge est bon, c'est que le juge a bien fait son travail en étant impartial et en se fiant sur le travail des avocats. Non, mais tu sais, il y a des... Tu sais, quand je dis il y a des bons juges, c'est-à-dire que tu as des juges qui sont des bons juristes, qui ont un bon jugement, qui veulent aussi changer les choses, mais ils sont tributaires. Tu sais, ils sont à la remorque du travail que les avocats vont faire. C'est pour ça que personnellement, puis comme je dis, j'ai pas de porte qui est fermée, mais tu sais, je me plais bien comme avocat, puis c'est ça le plan, au moins pour les 10 prochaines années. COVID, Ouais. rien à faire. Ouais. T'es tranquille, tu t'emmerdes. George Floyd. Ouais. Ce qu'on a parlé tantôt, je t'ai mis sur pause. Hein? Ouais. Je reviens des fois quand je reviens sur... Non, c'est parce que des fois, je dis on va y revenir puis on y revient jamais. Ça, c'était clair qu'on allait y revenir. L'impact que ça a, ben là, l'impact, on le sait, Ouais. personnel. Personnel, OK. Cet événement, personnellement, ça a vraiment changé ma vie. Avant, je disais que ça a changé ma carrière, mais c'est vrai que ça a changé ma vie. Dans quel sens? C'est que moi, j'ai fondé un organisme qui s'appelle la Clinique juridique de Saint-Michel. Donc, c'est une OBNL à l'intérieur de laquelle je travaille. Donc, pour expliquer aux gens, j'ai deux pratiques. J'ai une pratique privée qu'on vient de parler en droit criminel, mais j'ai aussi une pratique. Puis, en fait, c'est dans cette pratique-là que je passe plus de temps. Le switch a été fait au cours des années. Je passe plus de temps dans ma pratique en OBNL à la Clinique juridique de Saint-Michel. Puis un des axes sur lesquels on avait commencé à travailler, c'est l'axe du profilage racial. De où ça vient? J'avais un client qui était venu voir un cas, Cédric, vraiment dégueulasse, dégueulasse, que la police a fait. C'est un client qu'on avait inventé tous les motifs pour pouvoir l'arrêter. Il a été battu par les policiers. On l'a accusé d'avoir soufflé, d'avoir pété la ballonne, etc. Quand il est allé à l'hôpital, il était à 0. Il n'y avait rien, absolument rien bu, des blessures que tu peux même pas t'imaginer. Puis il vient me voir, puis je connaissais pas trop l'enjeu. Toutes les personnes noires, surtout les hommes noirs, ils ont toute une histoire de profilage qu'ils vont te raconter, qu'ils ont déjà vécu. Okay, moi, je connais aucun homme noir de ma génération qui en a pas vécu d'une façon ou d'une autre. Puis c'est tout à des degrés différents. Donc, est-ce que je connaissais, mais l'enjeu au niveau juridique, au niveau des manifestations, je connaissais pas grand-chose là-dessus. Okay? Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur de la clinique, parce que c'était la COVID, j'ai créé un comité qui s'appelle le Comité à la lutte au profilage racial. Puis, je me suis assis avec mes étudiants le 25 mai 2020. Et on a eu une formation avec un de mes collègues qui avait déjà traité de ces dossiers-là. Puis moi, mes étudiants, on était là pour me poser des questions, puis j'ai commencé à apprendre sur le sujet. Arrive George Floyd, la clinique, on trouve une opportunité ici de parler de cet enjeu-là. Le 20 juin 2020, on a organisé un marathon sur le profilage racial. Puis l'idée, c'est quoi? C'est un live Instagram pendant 12 heures où est-ce que des gens viennent défiler l'un après l'autre et racontent leurs histoires. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on a touché quelque chose qui était important parce que ce qu'on se faisait dire, c'est ça n'existe pas au Québec. Vous prenez les histoires qui existent aux États-Unis, vous les ramenez au Québec, tandis que c'est pas notre réalité. Mais on a donné au cours des années une voix à un paquet de personnes qui, en fait, restaient silencieux, mais qui, par la CJSM, sont en mesure aujourd'hui de lever la main puis de dire « oui, j'ai été victime », mais qui peuvent recevoir un accompagnement juridique qui vient avec ça. J'ai envie de... Juste, je te mets sur pause parce que j'ai envie de donner une explication aux gens qui nous écoutent. Les femmes vont être plus en mesure de relate sur ce que je vais dire. Parce que là, je pense à une collègue humoriste qui dit quelque chose sur scène et qui demande à m'amener, par applaudissement, les femmes dans la salle, quelle femme s'est déjà pas sentie en sécurité, s'est déjà sentie suivie dans la rue, tout ça. Toutes les femmes applaudissent. Absolument. Et tout le monde les croit. Et là, inverse, on va dire, je suis dans une salle, c'est rempli de gens de la communauté. Qui a déjà eu ça, a déjà eu un événement comme ça, comme ça, comme ça? Tout le monde va applaudir. Est-ce que tout le monde va les croire? C'est un bon point que tu dis. Tu comprends? C'est ce layer-là. Pourquoi? C'est pas, tu sais... Puis
C'est pas que je comprends. Je vais enlever ce mot-là, c'est pas vrai que je comprends. Mais tu sais, on en a parlé au début, le fameux racisme systémique. Tu sais. Puis moi, c'est un débat que j'ai encore souvent avec des gens. Je sais pas si tu connais Eric Preach. Oui. Eric Preach, bon ami à moi. Colosse, il vient de se raser, il avait gros dread, tout ça, bras tatoués, assez colosse, tout ça. Il porte un truc pour mettre son portefeuille, son téléphone, on dirait un truc d'arme. Puis l'autre fois, on s'est vu, puis je sais pas faire ça, puis il a sorti une flashlight pour qu'on regarde quelque chose. C'est toujours une flashlight sur toi. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a, une flashlight? On a tout un sel. Ben, il fait non. Il dit, moi, quand je me fais arrêter puis qu'il me pointe le flashlight d'en face, je le fais. Je dis, à quel point. Je ferais pas ça, là. Non, mais tu sais, quelqu'un qui a accès à des médias. Ouais, je comprends. Mais je fais comme, hey, non, mais attends, j'ai de l'air de ce que j'ai de l'air, puis j'assume ce que j'ai de l'air. On m'a jamais pointé. Pour moi, c'est pas un réflexe, puis je me suis fait arrêter, le cas des tickets de vitesse, n'importe là, je suis pas un ange au volant, plus aujourd'hui, mais on n'est jamais arrivé dans mon char en me pointant une lumière en pleine face. Fait que pour que un noir porte une flashlight sur lui pour faire ça, à quel point il se l'est fait faire et se le fait faire souvent. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça a un peu expliqué ma démarche que j'ai eue au cours des années. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte qu'on avait touché quelque chose, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je comprenne ce phénomène-là. Puis c'est assez paradoxal parce qu'on a commencé à travailler là-dessus. J'ai invité des gens pour venir faire de la formation. Puis comme je te dis, j'étais assis avec les étudiants en droit qui travaillaient. J'avais mon expérience comme criminaliste à laquelle j'ajoutais un peu sur l'enjeu du profilage. Puis à un certain moment, j'ai une prof d'université, Madame Sylvestre de l'Université d'Ottawa, qui m'appelle. Elle me dit elle aimerait parler d'un projet qu'elle aimerait faire. Puis là, on a cogité à l'intérieur de la clinique. On voudrait lui pitcher des projets aussi. Puis un des projets qu'on lui a pitché, c'est de dire on devrait avoir un cours sur le profilage racial. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de jugements. Il n'y avait pas beaucoup il y a pas de doctrine en français. Il manque de la connaissance sur cet enjeu-là dans le système juridique. Et là, pendant qu'on discute de ça, Marie-Ève dit, elle dit, mais tu sais, j'ai personne pour enseigner ce cours-là. Puis là, elle me regarde, elle dit, Fernando, toi, tu voudrais-tu l'enseigner? Puis là, j'avais ma collègue Rita qui était là. Alors quand je la regarde, je ris, je suis comme, ouais, pourquoi pas? Mais ça, dans ma tête, je connais. Je veux pas dire que je connais Focol, mais au niveau juridique, c'est vrai que je connaissais Focol là-dessus, dans le sens que j'avais jamais encore lu des jugements, je m'étais pas... Donc, je lui dis oui, puis là, je parle à Rita, je suis comme, dans quoi je me sens embarqué? Exactement, dans quoi je viens de m'embarquer. Ce que j'ai fait après ça, puis ça, on parle de janvier 2021 jusqu'au mois de mai 2021, tous les jours, 3 heures par jour, j'ai lu. J'ai lu des jugements, j'ai lu de la doctrine, j'essaie de comprendre, OK? Puis c'est ça qui m'a emmené à enseigner ce cours-là pour la première fois en juin 2021. C'est un cours intensif de 10 jours, 4 heures par jour. Donc, c'est 40 heures d'enseignement intensif que j'ai donné. Et depuis là, j'ai enseigné ce cours-là à 13 reprises dans toutes les universités au Québec. Je compte plus le nombre de formations que j'ai fait là-dessus. Juste cet automne, j'ai refusé au moins 6 formations qu'on m'a demandé sur le sujet. Puis j'en ai refusé 6 parce qu'il y en a peut-être 10 autres à qui j'ai dit oui. Il faut que tu... Tu comprends? Donc, c'est devenu quelque chose qui est devenu central dans ma pratique. C'est devenu un pan complet du travail que la clinique fait. J'ai publié des articles là-dessus. J'ai ma maîtrise. J'ai fait une maîtrise en droit criminel à Toronto. 9 travaux sur 10 ont porté sur l'enjeu du profilage racial. Je suis en train de rédiger un livre de doctrine là-dessus avec l'Observatoire de profilage. Donc, ça a vraiment changé toute ma pratique au complet. Puis ça m'a amené aussi à pratiquer. Parce que la journée où est-ce que j'ai commencé à enseigner, j'avais jamais fait de dossier. J'avais jamais plaidé ces dossiers-là à la cour. Depuis, j'ai plaidé au moins 12 dossiers à la cour, dont 11 que j'ai gagnés. Donc, tu comprends, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. 2 choses. De un, est-ce que tu est-ce que tu crois que tu gagnes ces dossiers-là à cause de ce qu'on entend justement, George? T'sais, est-ce que tu sens que sont plus frileux, ils veulent pas trop débattre, ou tu sens vraiment que c'est le travail et l'éducation qui vient en arrière de ça, tout ton travail? Pas de dire que c'est pas parce que tu travailles pas assez fort, c'est juste parce que les juges sont plus frileux de tout ce qui se passe. De un, est-ce que tu as l'impression que
ça apporte quelque chose que tu fais dans le sens que est-ce que tu sens une évolution ou est-ce que tu sens qu'à chaque jugement que tu fais, oui, cette cause-là a été gagnée, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Où tu sens qu'il y a une volonté qui est en train d'avancer. C'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais il n'y a aucune cause qu'on m'a donnée. Je me suis battu pour tout. Puis quand on se parle de se battre, je vous explique. Je veux prendre un cas qui va vous aider à comprendre, OK? Ce client-là m'a permis de parler de son dossier, donc je vais en parler. Il s'appelle Maître Kwadjo Yeboah. 28 janvier 2021, se fait arrêter. Donc, c'est un avocat lui-même? C'est un avocat. OK. Conduit sa Mercedes, il est avec sa fille. Il se fait intercepter par des policiers. On est pendant l'heure de la COVID. Il y a un couvre-feu. C'est la même journée que Mamadi Camara va se faire arrêter. Puis ça va avoir une importance dans le dossier à un certain moment. OK. Policier arrive. Est-ce que je peux avoir? Vous avez conduit avec votre téléphone au volant. Et il donne son permis. Rouspède un petit peu. Il dit, j'ai pas conduit, etc. Mais il donne ses permis. Il n'y a pas son numéro d'assurance. Donc, il est en train de le chercher. Le policier s'en va. Premier policier arrive, voit le permis, il dit, moi, je pense que c'est un faux permis. Il montre à ce collègue, ouais, permis a l'air faux. Mais les policiers n'ont pas de machine pour vérifier si le permis est faux. Ils n'ont même pas la machine pour pouvoir donner une contravention. Donc, ils appellent un backup. Le backup arrive, deux autres policiers arrivent. Qu'est-ce que tu penses du permis? Ah, il a l'air faux. Ouais, je pense qu'il a l'air faux aussi. Là, les quatre policiers, tous sont d'accord que c'est un faux permis. Vont dans la voiture de la policière qui vient d'arriver. Check dans une première base de données, ça montre que c'est un vrai permis. Deuxième base de données, ça montre que c'est un vrai permis. Check dans une troisième base de données, ça montre que c'est un vrai permis, mais il n'est encore pas sûr. Il y a un backup qui va venir encore. Un troisième. La troisième auto de patrouille. Okay. Troisième auto de patrouille. Pour un cellulaire possible au volant qui... Même s'il parle au téléphone. Ouais. Mettons qu'il le faisait. Ouais. Là. Puis là, les deux autres arrivent à la même conclusion. Mais là, rappelle-toi, lui a été arrêté pour un sel au volant. Donc lui, ça fait 15 minutes qu'il est dans son auto. Puis là, il voit deux autres patrouilles, puis il voit 6 policiers. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Finalement, il trouve son papier, il sort, mais comme, qu'est-ce qui se passe? Lève les mains en l'air. Le premier policier l'arrête pour avoir donné un faux permis. Tandis que la vérification qui a été faite montre tout à fait le contraire. Bon, finalement, on se rend compte que c'est un avocat. Parce qu'il échappe son permis, son portefeuille, il voit sa carte du barreau. Oh. Puis là, il y a une discussion qui se fait. Là, on a Adine qui vient de rétrécir dans nos culottes, hein? Moi, je peux le dire. Je sais pas pourquoi c'est cette image-là qui m'est venue, mais quand les fesses viennent de nous serrer, puis la Adine est rentrée. Hey, là, on est dans la marde. Qu'est-ce qu'on fait? Puis tu sais, Maître Yeboah, il est un peu plus vocal que moi, disons. Il est pas content. Puis on comprend, là. On comprend, OK? Finalement, pour mettre l'audio à ça, on lui donne une contravention pour un cellulaire au volant. OK. Maintenant. Ils ont du gut. Mais ça dépend. Non, mais tu comprends dans le sens que... Ils ont du culot, moi, je dirais. Je me m'accorde mes jambes, là, je m'excuse, puis j'espère que tu vas m'oublier. Non, on va te donner une étiquette pareille. C'est vrai que voilà qu'est-ce qui va se passer quand je te dis que je dois me battre. Moi, j'ai décidé de prendre... J'ai poursuivi... Je suis encore dans le processus. J'ai poursuivi la Ville de Montréal pour 100 000 $ pour profilage racial, OK? Je suis encore dans le processus. Le procès est fixé en 2027, donc je vais laisser ça de côté. Quand on dit que le système juridique n'était pas... J'ai fait une plainte en déontologie policière et j'ai également contesté la contravention. La contravention, j'ai décidé de fixer, j'ai fait un procès pour ça, OK? Moi, j'arrive, la journée 1, j'ai 3 jours de procès qui sont fixés pour le ticket. Parce 3 jours de procès pour un ticket? J'ai cité tous les policiers pour venir. Wow. 3 jours de procès. Le juge qui va rendre la décision, voilà ce qu'il dit en rentrant dans la salle de cour. Première journée de procès, il dit, là, moi, je suis pas là dans l'éthologie policière, je suis pas la commission des droits de la personne, puis c'est pas vrai qu'on va faire un procès de 3 jours. Donc là, allez vous parler. Puis il sort du banc. Puis ce que je dis, le juge peut être content, pas content, mais les notes sténographiques sont là. Si quelqu'un me croit pas, je peux lui donner. C'est ce que le juge dit. Voilà comment commence le juge. Le juge commence avec la posture de genre... Moi, je n'ai pas envie de vous écouter. Là, c'est pas ma job de vous écouter. C'est pas vrai que je vais faire 3 jours pour un ticket. Pour un ticket de cellulaire. On a fait 5 jours de procès. Les 3 jours n'étaient pas suffisants. On a fait 5 jours de procès. Et à la fin des 5 jours, le juge a pris 6 mois de délibéré. Puis à la fin du 6 mois, il a conclu que tous les policiers sont venus mentir. Il a conclu que c'était du profilage racial. Il a ramassé les policiers du début jusqu'à la fin. Mais moi, pour avoir ce jugement-là,
ça m'a pris des ressources qui n'ont pas de sens. Tu sais. Mathieu Bois pouvait pas, même si c'est un avocat, il ne pouvait pas me payer pour ce travail-là. Puis moi, j'ai fait ça parce que je sais que ça allait aider la poursuite civile. Tu sais, le nombre de pages, parce qu'on a fait le procès dans un premier temps. Après ça, peut-être 4-5 mois plus tard, on a eu la suite du procès. Donc, j'ai dû me retaper la lecture de toutes les notes scénographiques. Je me rappelle, la veille de mes plaidoiries, on était 6 au bureau à travailler sur la plaidoirie et les points de droit que j'allais plaider le lendemain. C'est du travail qui n'a aucun bon sens pour ce que c'est. Mais c'est la valeur du jugement qui m'intéressait. C'est ça qui m'a interpellé. Donc, quand je parle de lutte au profilage racial, c'est pour ça que je parle de lutte. C'est parce qu'on doit se battre. Je dois me battre contre les instances. Tu sais, récemment, je suis allé dans une salle de cours où est-ce que j'ai dit à la juge, je vais avoir besoin de temps pour plaider mon dossier. Elle m'a accordé 2 heures de temps. Je vais devoir me battre. C'est un dossier que je ne veux pas dire c'est où parce que la juge, je trouve, elle était vraiment hostile à mon égard. Mais la réalité, c'est que quand je vais commencer, she's gonna understand. Elle va finir par comprendre. Ben non, on ne pourra pas faire ce dossier-là dans 2 heures. Ça va nous prendre 2 jours, peut-être 3. Parce qu'il y a des points de droit que soulève l'enjeu qui sont importants. Puis la raison pourquoi je peux les comprendre, les expliquer, c'est tout le travail que j'ai fait depuis les 5 dernières années. Mais ça prend quelqu'un qui est prêt à aller au combat. Il faut que je lutte, mais faut que tu sois combattant. Faut pas que tu baisses les bras parce que tu as tout pour justement te donner envie de baisser les bras. Mais la cause est plus grande. La cause est plus grande. Puis j'ai l'avantage d'avoir une équipe extraordinaire. Tu sais, j'ai des gens qui croient dans cette cause-là, qui ont embarqué avec moi. Tu sais, présentement, le comité à la lutte au profilage racial, j'ai Alexia Morneau qui travaille dedans. Ça fait 3 ou 4 ans qu'Alexia est là. Puis là, aujourd'hui, on voit les fruits du travail qu'on a semé parce qu'on a des victoires devant les tribunaux, on a des victoires devant la Commission des droits de la personne. On est capable de... Puis ces victoires-là, c'est pas des victoires où est-ce qu'on les prend comme un tableau de chasse. C'est des gens... C'est des gens... Un petit pas, là, c'est ça que tu as fait. Un petit pas de 2 cm sur une marche de 8 km. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est des gens qui ont eu leurs droits, qui ont été brimés, puis qui ont une reconnaissance. Je me rappelle un cas que j'ai un client, je me rappelle quand le jugement est tombé, puis que le juge lui a dit « Je te crois que c'était du profilage racial », il m'a pris dans ses bras en pleurs, puis il était comme « Merci, M. Belton, merci ». Puis tu sais, c'est un client où est-ce que, je me rappelle, je lui avais dit « On pourra pas... » J'étais au bord de laisser tomber son dossier parce que je lui ai dit « Est-ce que ça va prendre... » Puis t'as pas d'argent, puis tu sais, quand j'ai fini de dire oui à 4 personnes, mais le 5e, ça se peut que je dois le dire non. Puis tu sais, il m'a dit... T'as un loyer à payer, t'as des enfants à nourrir. Tu sais, il m'a supplié de pas le lâcher, j'étais comme, va chercher un mandat d'aide juridique, je l'ai fait. Tu sais, une chance, j'ai eu, lui, il était admissible à l'aide juridique, mais imagine-toi s'il l'était pas, j'ai réussi à au moins me faire payer par l'aide juridique, ça c'était déjà bien. Puis bon, parce qu'on a gagné son dossier au criminel, ça a facilité un règlement dans sa poursuite civile. Donc la ville a payé finalement, mais... C'est là que je m'en vais. Ouais. Puis c'est pas à l'aise, pas à l'aise, tu me le dis, il n'y a aucun problème. Puis justement, parce qu'à un moment donné, tu dis ça, tu sais, mais pour un avocat comme ça qui fait des trucs comme ça qui sont longs puis qui coûtent cher, mais qui n'est pas rentable, mais quand il y a une poursuite, justement, comme en déontologie, où tu poursuis la ville, tout ça, c'est là que je sais que le but premier, oui, on gagne toute notre vie, puis je sais que tu fais pas ces plaintes-là pour ça, mais quand c'est gagné et que la ville paye, toi, c'est comme ça parce que tu as une entente avec le client, tu as un pourcentage ou... Oui, dans certains cas, mais la réalité, c'est que plusieurs des clients ne peuvent pas aller au civil. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déposer une plainte à la Commission des droits de la personne parce qu'il faut choisir un des recours. À la commission, l'exemple que j'aime donner, puis j'aime les gens de la commission... Ils seront pas... Moi, j'étais un peu mitigé parce que je pense à mon collègue Mike Ward là, avec la Commission des droits de la personne. Fait que je suis comme Mais je dis ça parce que c'est des partenaires de la CGSM. Je sais qu'ils ne seront pas contents de ce que je vais dire, mais j'ai toujours dit je respecte leur travail, mais ça ne va pas m'empêcher de dire ce que je pense puis la vérité. Comment je le compare, c'est que quand tu as une poursuite civile, on va dire que tu es en Benz, OK? Surtout si tu es un bon avocat. J'ai une Benz, puis j'aime ma Benz. C'est pour ça que je prends toujours l'exemple. Correct. T'as le droit, tu le mérites. Tu travailles fort pour. Quand tu es à la commission, tu es dans la STM. Puis là, la STM est en grève. OK? Ça donne une image. Tu vas aller au même endroit, mais pas à la même vitesse, pas avec les mêmes ressources. Pas avec le même confort. Pas avec le même confort. Donc, à la commission, tu es dans la liste, tu es dans la ligne de tous les gens qui sont en train d'attendre d'avoir justice. Tu n'as pas ton propre avocat qui t'est attitré. Il y a une analyse qui doit être faite. C'est long. Puis, tu sais, à un moment donné, la commission n'emmène pas tous les dossiers devant le tribunal. Donc, ça fait en sorte que si la commission, à la fin, dit « Moi, je trouve que la preuve n'est pas assez », tu retournes
au point de départ, tu peux aller au civil, mais peut-être 4 ans plus tard, peut-être 5 ans plus tard, peut-être rendu là, ça ne te tente pas. Puis peut-être la raison pour laquelle tu n'as pas poursuivi au civil, c'est parce que tu n'avais pas d'argent. Peut-être que 4 ans plus tard, tu n'en as pas plus. Donc la majorité des clients que j'ai passent par ce processus-là. Donc la réalité, les montants dont tu parles, mais je ne verrai jamais la couleur de cet argent-là. Après ça, pour la petite minorité qui peut me payer, qui peut payer le thème judiciaire, qui peut payer le sténographe, qui peut payer tout le travail que ça prend pour poursuivre au civil, oui, mais les montants, c'est pas des montants exorbitants, là. C'est pas des montants où est-ce que, comme tu dis, je peux dire, moi, sincèrement, ce serait plus simple pour moi, avec la notoriété que j'ai aujourd'hui, de faire autre chose. Ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus beaucoup plus payant. Parce que si tu calcules mettons, tu te mettrais un salaire à l'heure, autant que tu passes. Le salaire minimum, il a l'air intéressant, tu sais. Peut-être pas à ce point-là. Non, mais tu comprends, c'est une façon de... Mais la réalité, c'est que si c'était pour l'argent, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de faire des dossiers de profilage parce que, puis je l'ai toujours dit, une des raisons pour laquelle je me suis donné et que je continue à me donner pour former de la relève, c'est parce que je ne ferais pas ça toute ma carrière. C'est sûr et certain, j'aurais pas l'énergie, la force, le courage. Il va falloir à un moment donné quelqu'un qui est comme moi il y a 5-6 ans, qui a cette fougue du début, puis des moments, puis qui est bon, puis qui est comme, oh nice, Fernando m'a donné une opportunité, je vais y aller, puis qui va pouvoir déjà à la recherche de ta relève un peu? Non, la relève est là. Elle est là. Il y en a qui ont faim comme toi, t'as eu faim, comme t'as encore faim. Je t'ai parlé que d'enseignement, j'ai une jeune avocate dans mon bureau qui s'appelle Dardia Joseph. Elle est venue, elle a quitté les grands bureaux d'avocats pour venir à la clinique, puis elle apprend tout, elle est partout. La seule raison pour laquelle elle n'est pas là aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, elle avait d'autres choses à faire, mais toutes les conférences que j'ai données, elle est toujours là. Puis, aujourd'hui, elle enseigne avec moi à l'Université de Montréal. Puis, le but, c'est de lui ouvrir ces portes-là pour qu'il y en a d'autres comme elle qui arrivent. Puis, je pense à Alexa dont j'ai parlé. Alexa est capable de rouler le comité quasiment seule. Là, tout ce qui lui manque, c'est son titre d'avocate. Puis, she's hungry. Récemment, on a eu une victoire dans un dossier sur lequel elle a travaillé, puis elle était en larmes. Puis, moi, je trouve ça beau. Ça me rappelle aussi comment j'étais lors de mes premières victoires. Donc, cette relève-là, elle est indispensable parce que la réalité, c'est que c'est un combat que je finirai pas, que mes enfants vont devoir faire aussi. Mais d'être un des premiers à l'avoir... Pas un des premiers, non, mais d'avoir un gros pas dans l'engrenage, d'avoir fait un tour de manivelle toi-même en partant, c'est l'impression que tu amènes quelque chose. J'ai des gens qui m'ont précédé, c'est sur la base de leur travail que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que le travail que la clinique a fait puis auquel j'ai pu contribuer, c'est sûr que c'est un jalon extrêmement important, je trouve. Puis on va donner cette opportunité-là à d'autres pour continuer. Là, je suis obligé de t'arrêter pour toi parce que tu m'as donné une heure à laquelle tu dois quitter. Et ça, cette heure-là arrive dans quelques minutes. Fait avant qu'on termine, il y a juste 2 choses. De un... tu vas nous laisser les coordonnées de la clinique si des gens sentent que tu peux être... Mais les gens peuvent aller vraiment www.cgsm.ca, taper Clinique juridique de Saint-Michel. YouTube. On va tout envoyer, mais c'est très facile à trouver. Avant qu'on quitte, je veux juste revenir sur quelque chose qu'on a parlé qui était la raison pour laquelle tu n'es pas venu notre première fois. Là, je sais que tu pourras probablement pas trop rentrer. Et mon but, c'est pas de rentrer dans les détails de cette cause-là. On parle du jeune de 15 ans qui a été tiré par un policier un dimanche il y a quelques Noran Rezaï. Et tu m'as dit, la famille vient... Quand on a reporté, tu me dis, la famille vient de me mandater pour les représenter là-dedans. Tu mandates la famille dont l'enfant a été tué par un policier. Littéralement, il n'y a pas d'autre façon de le dire, tu sais. C'est quoi ton travail là-dedans de dire ils m'ont engagé pour les représenter? À quel niveau? Dans un premier temps, ce dossier-là a été extrêmement médiatisé. On parle du cas du jeune Noran Rezaï. 21 septembre, 14h58, il est tombé sur 2 balles d'un policier. Donc, la première chose, c'est qu'il y a eu tout l'aspect médiatique. Il y a eu beaucoup. Puis, l'attention médiatique, je pense qu'elle est normale parce que ça choque les gens. Nécessaire dans un cas comme ça aussi? Nécessaire, je sais pas, mais c'est sûr, certain que ça choque les gens, surtout quand on apprend que c'est un jeune qui n'était pas armé, son âge, les circonstances qui nous ont été relatées. Donc, il y a une attention médiatique, puis tu comprends que les parents, dans un premier temps, se sont lancés un peu sans
mais c'était par tristesse, par douleur, viennent perdre leur fils. Puis, tu sais, ils répondent à chaud comme ça devant les médias. Puis les médias, ils raffolent de ça, tu sais. Personne ne va leur dire, faites attention à vous, etc. Donc, tu sais, la première partie de mon travail, ça a été vraiment de gérer tout l'aspect médiatique. Puis, tu sais, j'en ai fait des dossiers médiatisés. Mais je pense qu'en termes de médiatisation, c'est sûrement le dossier le plus médiatisé que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais dans un deuxième temps, c'est de regarder les circonstances dans lesquelles le décès de Noran s'est passé. Est-ce qu'il y a une faute de la part des policiers? Pourquoi c'est lui qui a été tiré? Pourquoi on l'a tiré à 2 reprises? Pourquoi il y a un policier qui a tiré et non pas l'autre? Puis s'il y a une question de faute, ben c'est sûr qu'on parle potentiellement de poursuite civile. Je ne dis pas qu'il va avoir une poursuite civile. C'est le nouveau cas Villanueva, si on peut dire. Là, absolument. Les comparatifs sont là. Freddy Villanueva, on parle d'une intervention de 60 secondes avant que le policier Dupuis sorte son gun puis tire dessus. Ici, je vais vous dire, c'est encore plus rapide. Ça s'est passé encore plus rapidement que ça. Donc, présentement, il y a moi et Maître Virginie Dufresne-Lemire. On a décidé de faire ce dossier-là ensemble, qui allons représenter la famille. On est en train de regarder l'ensemble des circonstances. On pense à la famille de Noran, mais il faut penser aussi aux 5 autres jeunes qui étaient présents. Ils étaient 6. Qui ont vu leur ami. Qui ont vu leur ami tomber sur les balles, qui sont désistés. C'est des jeunes qui sont traumatisés. C'est clair. Puis j'ai le mandat de représenter l'ensemble de tous ces jeunes-là, la famille et aussi la famille de ces jeunes-là. Puis bon, on est en train de regarder. C'est un gros poids sur l'épaule d'un avocat? C'est une grosse cause parce que les enjeux sont importants, parce que ce qui s'est passé est grave, parce que aussi, bon, il y a l'enquête du BUI, on en parle, mais on a en plus de ça une enquête du SPVM qu'on ne comprend pas trop qu'est-ce que le SPVM fout là-dedans, mais bon, ils sont rendus à enquêter également. Il y a bien entendu l'attention médiatique, il y a... En fait, cette cause, j'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont contacté que je connaissais pas, autant de personnes qui m'ont écrit, autant de personnes qui ont levé la main pour dire « Fernando, on veut t'aider, etc. » Les gens se sentent interpellés par qu'est-ce qui s'est passé. La seule chose que je suis content, c'est que c'est un dossier qui arrive au bon moment dans ma carrière, au moment où est-ce que je suis prêt. Tu sais, je suis pas un apprenti magicien en train d'apprendre à faire ma première position. J'ai au moins 10 poursuites civiles contre la police dans des dossiers. En 2021, ça aurait peut-être pas été le bon moment. Parce que justement, tu disais, oui, j'ai accepté de donner des cours, mais il faut tout que je lis. T'as eu le temps de lire, là. T'as eu le temps de... C'est un bon exemple. Mais tu sais, je suis rendu à un point dans ma carrière où est-ce que j'ai fait beaucoup de dossiers, où est-ce que j'ai dû travailler dans des poursuites contre la police, dans des dossiers de profilage racial. Le cas de Noran, c'est sûr et certain, je ne dis pas que c'est un cas de profilage aujourd'hui, mais est-ce que cette question-là nous trotte? Mais oui, elle nous trotte. Est-ce que le policier sort son gun si on parle de Alexandre Tremblay, cheveux blonds, yeux bleus, qui... Est-ce que le même événement se produit? Laissez-moi dire que c'est légitime aujourd'hui de poser la question, puis on laissera à qui de droit répondre à cette question-là. Je te pose une question, je ne sais pas si tu as la réponse, ça va être ma dernière question parce que je dois te laisser aller. Peut-être que tu n'as pas la réponse. Si, mettons, on parle des 20 dernières années, à peu près, là, si tu peux me donner des chiffres approximatifs, je ne le sais pas, je te pose la question. Personnes non armées tuées par des policiers. En 20 ans, je ne sais pas combien il y en a eu. Est-ce que tu sais à peu près combien il y en a eu et de ce nombre-là, combien étaient racisés versus non? Je suis en train de colléger c'est une bonne question et je suis en train de faire ce travail-là, de colléger ces informations-là parce que je dois être honnête avec toi, Cédric, cette question-là m'a trotté dans la tête beaucoup. Parce que avocat. Tu serais sûrement excellent. Sûrement pas, non. Peut-être confirme que non. Tous les noms que j'ai eus jusqu'à maintenant sont des noms de personnes qui viennent de communautés racialisées, mais j'ai pas encore fait l'exercice exhaustif, mais sois assuré que c'est quelque chose sur laquelle on va se pencher. Donc, en ce moment, tu es là-dessus. Fait que s'il y a une colonne blanc, racisé, il y a déjà un profil qui se fait... Absolument. Je comprends que tu veux pas embarquer parce que tu es en train de le faire. La raison est simple, c'est qu'est-ce qu'on perçoit comme étant du danger? Qu'est-ce qu'on perçoit comme étant de la criminalité? Qu'est-ce qu'on perçoit comme étant de la menace? Puis c'est pour ça que un policier qui prend son arme, il a peur pour sa vie. Mais c'est parce que la menace qui est devant lui, c'est qui? C'est quoi? Je me rappelle un policier qui avait traité mon client, il disait c'était un colosse. Puis là, après ça, je suis allé voir la définition de colosse, c'est homme d'une force surdimensionnée, extraordinaire.
Mais tu sais, oui, mon client, il était grand, il fait 6 pieds, mais c'est un doudou, là, je veux dire, c'est un gars qui avait été traumatisé de la façon dont il avait été traité par la police. S'il voulait prendre ce policier-là, puis le soulever, puis il aurait pu, puis il s'est laissé faire. Malgré ça, ça n'a pas empêché le policier de prendre sa tête, puis de fracasser sa tête sur l'asphalte pendant qu'il était en train de l'arrêter. Donc oui, c'est des questions que j'aurais à répondre, que je soumettrais comme réponse, et mes hypothèses à un tribunal éventuellement, puis on verra. Tu sais, quand tu parles, tu sais, je sais qu'il a utilisé le terme colosse, comme on l'utilise tous. Vous plantez que c'est quelqu'un qui était costaud, qui aurait été un meilleur terme que colosse. Mais que ce soit une couleur de peau, que ce soit des tatouages, que ce soit une apparence physique, que ce soit une shape, ça n'a pas à définir ta façon d'approcher quelqu'un quand tu es policier. Ça peut définir, mais ça peut pas... Dans le sens que ça peut définir dans le sens que on comprend peut-être plus de prudence, de faire plus attention, mais le traitement différentiel, c'est non. C'est non. Puis, Cédric, les cas de personnes racialisées, de personnes noires, surtout parce que c'est vraiment plus des dossiers de personnes noires que je traite dans ma pratique, qui se font traiter de manière différentielle seulement à cause de la couleur de leur peau, c'est pas anodin, c'est pas anecdotique. Et je suis même pas en mesure de dire que c'est pas la norme. Je suis pas en train de dire que c'est la norme, mais je suis en train de dire que je le sais pas. Mais tu sais, à quel point faut que tu sois craintif. Tu sais, je veux dire, si t'es policier et quelqu'un te fonce dessus avec un couteau, je comprends. Ouais. Ta vie est en danger. Ouais. Mais à quel point t'es craintif d'un jeune de 15 ans, à quel point t'en as peur pour sortir ton arme et tirer à 2 reprises. Je sais pas ce qu'il y avait dans... Je te dis, je me suis pas tenu au courant parce que je suis plus capable de lire ces choses-là. Mais... Ouais. 50% des personnes que je connais ont ça dans leur poche. Là. Et à un moment donné, il faut que tu... Tu sais, si tu as peur d'un jeune de 15 ans, je comprends, il faut que tu te protèges, c'est ta vie. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic. Si à ce point-là, ben, reste éloigné, demande un backup. Tu sais, je veux dire... Ce que je peux te dire, c'est que Virginie et moi, Virginie a énormément d'expérience aussi dans ce genre de dossier-là. C'est elle qui a fait le dossier de Mamadi Camara, le dossier du Centropolis, etc. Tu sais, on est 2 avocats qui sommes à un point dans notre carrière où est-ce qu'on est prêt et soit assuré qu'il y aura une justice pour Noran. Ce cas-là ne sera pas un cas qui va tomber en 2 chaises ou un cas dans lequel, s'il y a des gens qui sont responsables, qui ne répondront pas de leurs actes. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Énormément intéressant. Puis t'as gardé 5 minutes de plus que ce que tu m'avais demandé. Fait que je te laisse quitter. Je pense que si tu m'avais pas donné une portion d'heure, je sais pas combien de temps aurait duré cet épisode-là. Mais lâche pas ton travail. Merci beaucoup. Est-ce que les gens seront pas contents de ce podcast-là? Moi, je le pense essentiel et nécessaire. Et je te remercie d'être venu pour toute cette entrevue-là, toutes les questions auxquelles tu as répondu, de ton ouverture d'esprit, de pas avoir... j'ai pas senti de politicien. Je t'ai pas senti patiner, je t'ai pas senti... Dans mes... Non, tu comprends, mais moi, ouais, je comprends. J'aime ça, je respecte ça. Puis j'ai l'impression que s'il y a des places, tu n'aurais pas pu aller, tu aurais été franc, direct. Je peux dire à tous les gens en politique, essayez pas de me recruter. La langue dans la poche, c'est pas trop... La langue de bois, c'est pas trop mon truc. C'est ce que je déteste, c'est que c'est ça qu'on a besoin en politique, justement. Mais non. Je retiens la ligne du parti. Ben, c'est ça. Fait que je veux changer les choses, mais non, finalement, je vais suivre la ligne du parti. En tout cas, ça, c'est agréable. Écoute, un grand merci, puis on se dit peut-être à une prochaine fois. Avec grand plaisir. D'accord, merci, au revoir. Au parloir.